19h, entre chien et loup. La ville s'enveloppe d'une ambiance feutrée. Vous vous tenez devant une discrète porte semblable à tant d'autres. Seules quelques vibrations profondes trahissent l'effervescence enfouie en ces lieux. Vous vous lancez et toquez. En un instant, vous voici dans un grand hall sombre. L'ambiance se fait plus présente. Les pulsations deviennent les contours d'une musique sur laquelle se mêle le bourdonnement de conversations animées. Devant vous se tiennent quelques personnes qui vous observent. Vous déclinez votre identité et vous présentez brièvement. Après une concertation, l'un d'eux se retourne vers vous et acquiesce de la tête. Vous êtes validé. On vous dirige alors le long de ce grand hall. Les sons se font plus précis. Vous distinguez des timbres de voix de femmes, d'hommes qui de concert se plaisent à rire. On vous ouvre alors la dernière porte. Vous êtes à la taverne des Braves. C'est dans une ambiance chaleureuse et lumineuse que se mélangent une musique enjouée et des conversations aux tonalités souriantes. Autour des tables, on se souvient, on se découvre, on rigole, on débat, on vit. Chaque regard que vous croisez vous accueille d'un large sourire. Vous vous sentez chez vous. Au fond de la pièce, l'éternel groupe de ceux qui restent debout discute hardiment des sujets qui leur passent par la tête. Ça se chamaille, ça se taquine, ça rigole, ça raconte des histoires qui n'ont aucun sens. Le tout dans des joutes verbales anarchiques et joyeuses. Soudain, le calme se fait. Les conversations tournent au murmure. De l'autre côté du zinc surgissent les barman hissant fièrement leurs potions. La taverne exulte. Vous vous installez sur une chaise haute et regardez ces serveurs jongler avec les mots et préparer des cocktails de thèmes enjoués et enivrants. La soirée peut enfin commencer. Vous êtes au comptoir des Braves. Chaleureuse salutations à tous et bienvenue une nouvelle fois pour ce comptoir épisode numéro 6. Vous connaissez désormais la maison, vous commencez à avoir vos petites habitudes et bien installé dans ce qui est désormais votre place habituelle. C'est avec impatience, enfin nous l'espérons, que vous attendez la carte du jour. Et bien pour cette toute nouvelle émission, sachez que nous vous avons concocté un sommaire électrisant, riche et épique. Je me tourne vers un revenant, mon cher Mathieu, qui a été sacrifié sur l'autel de l'homogénéité lors de l'épisode précédent. Mais le revoici. Et pendant son absence, il n'est point resté statique, car il a usé de son magnétisme pour monter, en parallèle de son travail, une rubrique d'une telle intensité que j'oserais dire toute résistance est inutile face à une telle tension. Salutations à toi Mathieu, comment vas-tu ? Bonsoir Ambrose, je vais très bien et je suis très heureux d'être de retour. Effectivement, je n'étais pas là à la dernière émission et donc j'ai beaucoup de fierté à revenir à tes côtés. Ça fait plaisir de t'avoir de retour, effectivement. Il a fallu faire des choix pour l'épisode précédent et nous t'avons sacrifié, mais en tout cas c'est toujours un bonheur de t'avoir parmi nous. Et nous sommes impatients d'écouter ta nouvelle rubrique. Nous avons également avec nous le retour d'Audric, dont la toute première chronique mêlant habilement anecdotes historiques et notions d'économie nous avait passionnés. Et c'est donc avec ces sacs remplis de nouvelles histoires sonnantes et trébuchantes que nous allons replonger dans le monde impitoyable de la monnaie et des métaux précieux. Salutations à toi Audric, comment vas-tu ? Salut Ambrose, je vais bien et je suis très honoré d'être de nouveau parmi vous. Et bonsoir à Mathieu et bonsoir à Alphonse. Eh ben, nous sommes tous ravis de t'avoir de nouveau, puisque c'est vrai que ta première chronique était réellement très très intéressante et laissait présager une suite que nous attendions avec impatience. Et enfin donc, parlons de suite, nous l'attendions tous, suspendu que nous étions à ce cliffhanger qui nous avait laissé avec un goût d'inachevé et une volonté vorace d'en savoir plus. Alphonse nous revient avec un nouvel épisode sur cet univers impitoyable qui était celui des croisades. Qui va partir au combat ? Qui épousera qui ? Est-ce que Dieu interviendra ? Il répondra même aux questions que nous ne nous sommes pas encore posées. Salutations à toi Alphonse, comment vas-tu ? Salut Ambrose, ça va bien ? Je continue d'expérimenter sur
l'histoire et on va faire la suite des croisades. Ouais, avec plaisir, parce que c'était déjà incroyable de découvrir cet univers. Et effectivement, on en avait conclu que, quelque part, à quoi ça sert de lire des romans de fiction tels que Le Trône de Fer ou des choses comme ça, puisque on a quand même des personnages hauts en couleur et des situations totalement incroyables. Bref, avant de commencer, je me permets quand même de rappeler désormais que si vous souhaitez en savoir plus sur les Braves, nous vous invitons à vous rendre en premier sur le site www.lesbraves.org, dont la mise à jour récente donne aux membres l'accès à de nouvelles rubriques, dont l'une est tenue par Mathieu. Est-ce que tu vas en parler, très rapidement, Mathieu, de cette rubrique ? Écoute, si tu me laisses l'opportunité de la présenter, je peux essayer de le faire rapidement. C'est une formation assez complète, une vingtaine d'épisodes, si je me rappelle bien. C'est on va dire une série de petites vidéos très courtes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour les plus longues, pour revenir sur les fondamentaux de l'investissement, des investissements. Donc on est vraiment sur les investissements bon père de famille, on rentre pas dans la crypto, dans les produits financiers très complexes réservés aux initiés. C'est une séquence qui reprend l'ensemble des portefeuilles, on va dire classiques, PEA, PER, compte titres, assurance vie, SCPI, etc. Et on rentre un petit peu dans le détail des avantages, des inconvénients de chaque produit. On discute un petit peu de la fiscalité, un petit peu de benchmarking aussi, pour regarder quels sont les coûts de ces produits-là et quels sont les acteurs qui proposent des coûts les plus faibles. Donc voilà, c'est une manière très simple pour ceux qui sont curieux et intéressés pour se lancer là-dedans, de l'aborder avec, je l'espère, la pédagogie qui permet de rendre ça accessible au plus grand nombre. Même moi, qui suis assez hermétique à ce genre de choses, j'ai quand même compris pas mal de trucs grâce à tes vidéos. Et c'est très bien illustré. Donc voilà. En faisant partie des Braves, vous avez accès, entre autres, à ce genre de vidéos. Et oui, ce n'est qu'un début. Brave. Voilà. C'est du contenu brave, exclusif pour les Braves. Tout à fait. Voilà, je me permets de le préciser, c'est-à-dire que c'est du contenu de Braves pour les Braves. On fait les choses pour nous-mêmes. Exactement. Ensuite, si vous souhaitez suivre l'actualité de la communauté, vous pouvez rejoindre le canal Telegram des Braves, t.me/lesbraves, donc LESBRAVES, où il y a donc, comme d'habitude, de l'actualité, mais aussi de temps en temps, vous avez des émissions en direct que nous faisons pour les Braves, appelle les Braves Talk. Et bien sûr, la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement, nous vous invitons fortement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bien sûr, nous avons la demande du petit pouce vers le haut, du petit commentaire, et de diffuser l'émission auprès de vos proches. Et je rappelle aussi que si vous aimez notre travail et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre à l'adresse www.lesbraves.org/soutien. En plus du don que vous voudrez bien nous faire, vous pouvez également y laisser un message et nous le lirons lors de la prochaine émission. Voilà, je crois que tout est dit. Bien, écoutez, alors on va commencer et ce sera avec la chronique de Mathieu. Aujourd'hui, dans ce comptoir numéro 6, tu as décidé de nous parler d'un personnage, à nouveau un génie occidental. Je t'en prie, c'est à toi. Merci, génie occidental, génies occidentaux. Je vais vous parler aujourd'hui de notre ami Ampère, de son prénom André-Marie Ampère. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement parce que je suis un amoureux de la région lyonnaise, j'y ai vécu, et notre ami Ampère est né à Lyon. C'est un petit Gaune. Eh oui, c'est un Gaune. Je ne suis pas un vrai Gaune, moi, parce que je suis né dans la région, mais j'ai vécu sur Lyon également. Donc. Voilà, Gaune d'adoption comme moi, donc. Et exact. Donc, André-Marie Ampère. Alors, je reviens très rapidement sur les autres sujets des précédentes chroniques. On a eu pour les plus anciens notre ami Vicat, qui était né fin 18e en 1786, Solvay 1838, Becquerel 1852, Tesla 1856, Curie 1867, et on a été jusqu'à très récemment 1920 avec Pilkington. Ça permet de resituer un petit peu la fenêtre des thèmes que j'aborde, donc la révolution industrielle, qui est une caractéristique très importante de la culture occidentale. Et cette fois-ci, on va se projeter
un tout petit peu plus loin que Vika, 11 ans avant la naissance de Vika, en 1775. Donc c'est le personnage le plus ancien et peut-être l'un des plus illustres que je vais évoquer pour vous ce soir. Donc André-Marie Ampère naît en 1775 à Lyon. Et cette période, elle est très intéressante pour justement les gens qui aiment cette ville de Lyon. C'est que la ville de Lyon a eu un âge d'or de la soierie, de l'industrie de la soie. C'était oui, vraiment très connu pour la soie, oui, tout à fait. Donc ça a donné cette architecture très particulière, notamment à la Croix-Rousse, avec des immeubles avec une hauteur sous plafond très impressionnante pour pouvoir justement avoir les métiers à tisser à l'intérieur des habitations, des appartements. Donc ce qu'on appelle les canuts, les gens qui tissaient cette soie. Et Lyon était vraiment le centre névralgique de cette industrie pendant plusieurs siècles en Europe, avec des Italiens, notamment des riches banquiers genevois, italiens, qui venaient s'installer à Lyon pour faire affaire autour du commerce de la soie. Et la famille d'André-Marie Ampère s'est enrichie pendant cet âge d'or de la soie. Alors il y a une petite crise en 1750-1760, mais globalement ça va. La famille a pu s'enrichir grâce à ça. Une petite famille bourgeoise qui avait une maison de famille à Polemieux au Mont d'Or. C'est un village très sympathique au nord, on va dire nord-nord-est de Lyon. Pas très loin de la Saône qui passe à Lyon. Cet endroit est très connu, Mont d'Or, pour ses roches dorées, des coins très sympas comme Curis au Mont d'Or par exemple. Pour les gens qui font de l'escalade, c'est un spot très connu. Saint-Didier au Mont d'Or, Saint-Cyr au Mont d'Or. Donc c'est des villages aujourd'hui qui sont aujourd'hui toujours très cotés, très appréciés des Lyonnais pour la qualité de vie et le charme de ces villages, avec une architecture, des villages avec des constructions en pierre sèche, des vieilles pierres avec une couleur très sympathique. Retour sur sa famille. Donc 1775, on est juste avant la Révolution. Le père de André-Marie Ampère, à la Révolution, sera appelé en tant que juge de paix sur la ville de Lyon. Et il essaiera peut-être de s'opposer à certains zèles des révolutionnaires, une certaine forme de zèle des révolutionnaires, et ça se retournera contre lui. La Révolution dévore ses enfants, son père sera décapité en 1793 pour les 18 ans de notre ami André-Marie Ampère. Et on peut concevoir que c'est un épisode qui le marquera durablement. J'imagine, oui. Ça va le mettre, on va dire, en retrait de toute ambition pendant quelques années. Monsieur Ampère était André-Marie, donc le sujet de cette chronique. Comme beaucoup des personnages qu'on a évoqués jusqu'à présent, est un autodidacte, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'école prestigieuse. Il s'est essentiellement instruit dans la bibliothèque de son père, qui était très bien fournie. Donc les œuvres standards, l'encyclopédie, Alembert Diderot, etc. Mais il est surtout allé puiser son inspiration et ses connaissances dans des textes de grands savants suisses que sont Euler et Bernoulli, et aussi d'un autre illustre savant français, Buffon. Jusqu'à ses 26 ans, Ampère aura une existence plutôt banale. Il vit dans la périphérie lyonnaise, il subsiste à ses besoins en donnant des cours particuliers à la petite bourgeoisie lyonnaise, et de fil en aiguille, il obtient un poste à l'école centrale de Bourg-en-Bresse. Ça lui permet de publier dans la foulée un premier ouvrage sur les statistiques. Je crois que c'est sur la théorie des jeux, qui lui vaut une certaine attention dans le milieu, et grâce à ça, il obtient un poste d'enseignant à Lyon, dans un lycée. Dans la foulée, il perd sa femme suite à une maladie grave. Ça va alors très vite derrière, il est repéré par un génial savant, Lagrange, c'est un franco-italien, c'est un savant qui est né en Italie et qui est ensuite venu en France, probablement un des plus grands penseurs de cette époque et peut-être même plus encore. Et donc Lagrange le fait venir à la toute récente école polytechnique. L'école polytechnique, on en a parlé avec Vika normalement, donc cette école qui avait été supportée par des gens comme Fourier. Donc il fait partie aussi de cette aventure. Il va commencer, je crois, comme on va dire assistant chargé de travaux dans l'école, et puis il finira par enseigner pendant une vingtaine d'années. Et alors, il aura aussi pendant cette période parisienne un mariage en seconde noces. Il a dans tous les cas une vie sentimentale très mouvementée, donc le mariage ne durera pas. Et de cette épopée, on va dire parisienne à l'école polytechnique, il va rapidement monter en galon dans l'univers universitaire de la recherche français de l'époque,
Il deviendra inspecteur général de l'université, une nomination qu'il doit à Napoléon. Et ensuite, il est nommé aussi à la chaire de physique au Collège de France. Donc voilà pour les grandes lignes de son parcours académique. Sachant qu'il mourra relativement jeune, il meurt à 61 ans, ce qui est malgré tout très jeune pour l'époque. L'espérance de vie après la naissance était plus élevée que ça. Après, voilà, il a dans sa famille, il y a eu des espérances de vie encore plus courtes, puisque c'est vrai que son père a été... Il a perdu une jeune sœur aussi dans son enfance. Par contre, on reconnaît quand même un espèce de pattern, j'ai envie de dire, pour utiliser un anglicisme, ou alors un schéma assez classique dans les génies occidentaux que tu nous présentes. Il y a du côté un peu autodidacte, un intérêt assez précoce pour la science, puis ça finit quelque part par être enseigné par... il y a la transmission de savoir avec des rencontres assez incroyables au niveau de ces génies. Tout à fait, effectivement. Il y a une répétition de ces profils, que ce soit Vika, que ce soit Tesla, Marie Curie ou Becquerel, des gens qui n'avaient pas forcément accès aux meilleures écoles ou autres, mais qui, de fil en aiguille, en se faisant remarquer, ont gravi les échelons petit à petit et ont réussi à gagner une certaine notoriété. Je crois que beaucoup, en plus, dans ce que tu avais dit, beaucoup ont commencé à se faire remarquer en écrivant des papiers, justement. Oui, c'était le cas de Vika, notamment 1810-1820, quand il a fait son premier papier sur les ciments à prise hydraulique. Il avait présenté ça, je crois d'ailleurs, au Collège de France aussi également. C'est là derrière après que sa réputation et que ses contributions et sa carrière a vraiment explosé. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve systématiquement et qui peut-être finalement est une caractéristique inhérente à ces grands génies. C'est des gens qui se sont construits d'eux-mêmes en allant cherchant des références chez des noms très classiques et qui finalement, ça c'est quelque chose qui est très important, ont réussi à susciter un intérêt et se sont fait aider. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas fait systématiquement tout seuls. Fourier avait aussi fait venir Vika, Marie Curie s'était fait aider par Becquerel, Tesla avec Edison, etc., quoi. Alors, on va maintenant regarder un petit peu ses contributions. Donc, qu'est-ce qu'a fait André-Marie Ampère? Et je pense que vous avez tous une petite idée de sa principale contribution. Là, le nom n'est pas étranger, parce que c'est pas seulement Ampère Victor Hugo à Lyon, un arrêt. Il y a bien une raison d'ailleurs, s'il y a un arrêt qui porte son nom. Oui, tout à fait. Conjoint d'ailleurs à Victor Hugo, j'ai jamais compris pourquoi même. Oui, bon, c'est très important d'avoir un père et une mère. Mon Dieu. Merci, j'y avais même pas pensé à celle-là. Très bien. Donc notre ami Ampère, il est essentiellement connu pour ses travaux en physique, dans l'électromagnétisme. On lui attribue d'ailleurs la paternité de l'électromagnétisme. Mais il a aussi eu des contributions en chimie, en mathématiques et même en philosophie. Ses travaux sur l'électromagnétisme sont fondamentaux dans le développement de cette discipline. C'est lui, par exemple, qui invente les termes, le concept de tension et de courant. Donc, la base de l'électricité. Je pense qu'on peut dire que Ampère est celui qui a découvert, conceptualisé, formalisé l'électricité. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'électricité, c'est quand même une découverte majeure, probablement au moins si ce n'est plus que la machine à vapeur. Et du même niveau probablement que la radioactivité avec Becquerel et Curie. Oui, d'ailleurs, l'électricité, c'est un domaine qui me fascine déjà. Mais par contre, j'ai toujours du mal, moi, à mémoriser. Mais je connais le fameux U égale RI, donc la tension en volts égale la résistance en ohms multipliée par l'intensité en ampères. Alors, à cette époque, on commençait un petit peu à percevoir les phénomènes de magnétisme, les aimants, la boussole, etc. Mais on avait du mal encore à comprendre ce qui se passait. Et on se rappelle, par exemple, pour Marie Curie, la radioactivité, au début, les gens pensaient que c'était de nature chimique, alors qu'en fait, non, c'était de nature physique. Et là, de la même manière, les gens explorent en se disant, bon, on observe des métaux, des choses qui se passent, il y a des mouvements, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc, il y a eu aussi
différentes théories. Et d'ailleurs, une des théories de notre ami Ampère était de dire que l'origine de cette électricité, qui était quelque chose de totalement inexistant dans l'esprit des gens à l'époque, c'était de dire que c'était peut-être lié à des déplacements de molécules chargées électriquement. À l'époque, ça a fait un bide, cette théorie. Et ça fait un bide jusqu'à ce qu'on découvre, des décennies après, les électrons, qu'on théorise les électrons et que finalement on admette que l'électricité était le fait de déplacements d'électrons de particules chargées. Donc il s'était juste trompé d'échelle, lui pensait que c'était des molécules. Les molécules, c'est un ensemble d'atomes et autour d'atomes gravitent des électrons, mais l'idée était bonne, le concept était bon. La circulation de particules chargées, lui pensait que c'était des molécules, en réalité on est sur des électrons, donc des choses bien plus petites. Mais voilà, c'est lui qui a eu cette idée. L'idée était là. Ouais. Alors, autour de ça, il a instauré un certain nombre de règles, de conventions. Il a aussi découvert certaines choses. L'une des plus connues, alors, bonhomme d'Ampère, qu'on appelle aussi, sous une autre forme, règle de la main droite. Donc, pouce, index, majeur. Vous écartez ces 3 doigts, vous repliez les 2 autres. Donc, chaque doigt est perpendiculaire aux 2 autres. Et en fait, en ayant le sens du... Alors, ça dépend ce qu'on recherche, mais en ayant le sens du champ magnétique, son mouvement, on peut définir le courant, ou alors en fonction du sens du courant, on peut définir l'orientation du champ magnétique et son mouvement. Voilà. Pouce index donc, majeur, je suis en train de le faire pour regarder... Ouais, d'accord. C'est vraiment la loose, comme quand même ta main droite te dit qu'elle a ses règles, quoi. C'est vraiment... Ah là là. C'est pas mal. Non, franchement, c'est très bien. Donc, moi, je la valide. Bon, d'accord. Ampère, si tu nous écoutes, excuse-nous pour cette blague. Ampère est contre tous. Voilà, j'allais dire on en perd nos moyens, mais on peut continuer pendant quelques temps. Alors je vais vite rebondir. Avançons. Voilà, je vais vite rebondir. Donc concrètement, ce que fait notre ami Ampère, c'est de lier le champ magnétique et le courant électrique. Donc il va laisser quelques équations qui seront d'ailleurs réutilisées derrière par un personnage que j'aurai peut-être plaisir à présenter sur une prochaine rubrique, Maxwell. Un grand breton. D'ailleurs, il dira d'Ampère que c'est le Newton de l'électricité. Et donc, c'est une des règles de l'électromagnétisme. Il y a 4 règles dans l'électromagnétisme. Donc, c'est Maxwell qui a un peu synthétisé le travail de tout ce qui avait été fait précédemment par un ensemble de savants. Et il y a Maxwell Ampère, Maxwell Faraday, Maxwell Gauss et Maxwell. Et donc, Maxwell Ampère est une des 4 lois fondamentales de l'électromagnétisme. Celle qui, justement, permet de corréler le champ magnétique et le courant électrique. Voilà. Je l'ai plus en tête d'ailleurs. Ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai plus vu sur un papier. C'est pas une formule qu'on utilise tous les jours en tout cas pour une personne lambda, on va dire. D'accord. Alors ça c'est sur... Vas-y. On est des décennies avant la découverte de l'électricité, n'est-ce pas? L'électricité, c'est... c'est lui qui vient de la découvrir. Non 1879, c'est bien plus tard, non? Ah non, ça c'est les applications de l'électricité. On avait déjà l'électricité avec l'ampoule électrique, justement de Edison. Après Tesla, le moteur sur courant alternatif. Mais là, pendant la vie d'Ampère, là, il y a de l'électricité. On a des ampoules. Non, justement, il y en a pas. Non, en fait, c'est lui qui a découvre l'électricité. Et effectivement, Tesla va naître quasiment un siècle après. Mais entre la découverte de l'électricité par Ampère et les premières applications, il y avait déjà avec Westinghouse, avec Edison, des applications. Mais ça se développait, on va dire, petit à petit. Il y a un film justement que j'ai découvert après cette rubrique que j'avais faite sur Tesla. Donc, si j'ai bien compris, Ampère a découvert la théorie en fait de l'électricité, c'est ça, par observation et calcul. Et la pratique. D'ailleurs, le livre fondamental d'André-Marie Ampère s'appelle Théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques uniquement déduites de l'expérience. Donc, je cache la partie du milieu du titre pour le rendre plus cohérent. C'est théorie uniquement déduite de l'expérience. Donc, c'est une découverte empirique. Il se base sur les expériences pour comprendre
et formaliser, conceptualiser ses observations. Un phénomène qui n'est pas connu à l'époque, même si on commence à avoir quelques expériences à gauche, à droite, qu'on essaye de reproduire, on sent, on frôle qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas l'expliquer, et c'est lui qui invente le concept de tension, le concept d'intensité, c'est lui qui fait le lien entre champ magnétique et courant électrique, c'est lui qui définit le courant comme étant un déplacement, alors pour lui de molécules, mais in fine de particules. Donc Ampère est le père de l'électricité, sans mauvais jeu de mots. Tesla, Edison, Westinghouse, derrière, sont des gens qui, par leur esprit ingénieux, vont trouver des applications à l'électricité, moteurs, ampoules, etc. Mais c'est vraiment Ampère qui invente l'électricité. Donc on est vraiment sur du niveau en termes de révolution du duo Becquerel-Curie avec la radioactivité, de Vicat avec le ciment, de Newton. Voilà, on est vraiment sur du très très grand génie avec une contribution importante. Alors, dernière petite question si tu veux bien. Est-ce que tu serais capable d'expliquer à un noob comme moi qui ne comprend rien à tout ça, quelle est la différence entre l'ampère et le volt? Parce qu'on me l'a déjà expliqué et j'ai jamais vraiment compris. Alors pour faire simple, je vais reprendre l'analogie de la cascade. Le volt, c'est la hauteur de ta cascade et l'ampère, c'est le débit de ta rivière. Parce que tu peux avoir une cascade qui fait 400 mètres de haut, mais avec un très faible débit. Et à l'inverse, tu peux avoir une cascade qui fait 10 mètres de haut, mais avec un débit comme l'Amazone ou la Seine, quoi. Ah oui, là je comprends. Là. L'image est bonne. Je vais me faire taper sur les doigts par les puristes, mais voilà, c'est pour simplifier. Commentez si vous n'êtes pas d'accord. C'est voilà. Bien pour, jetez-moi des tomates et dites-moi que j'ai tout faux. Palouf, je t'attends au tournant sur cette explication d'ailleurs. Bon, je reprends. Donc ça, c'est la contribution de notre ami André-Marie Ampère dans l'électricité. D'ailleurs, on parle d'électromagnétisme et lui, il utilisait le terme d'électrodynamique. Voilà, c'est intéressant de voir quels sont les mots inventés en termes de sémantique par ces gens qui ont pensé et découvert ces concepts. Donc, il aura aussi des contributions en mathématiques. Je crois, alors ça commence à dater pour moi. Équation en dérivée partielle, quelque chose comme ça. Donc, ça a été repris derrière par... si ça me revient, je le ressortirai, histoire de faire mon intéressant, mais ça a été repris par quelqu'un derrière. Il a enseigné en philosophie, faculté des lettres de Paris, et en chimie, il a fait une co-découverte. Alors c'est juste après Avogadro, en italien, de manière indépendante. Il a co-découvert, il a validé, il a confirmé de manière indépendante les travaux de l'italien Avogadro. C'est de la thermodynamique, c'est en fait la relation au niveau des gaz parfaits entre volume, pression, température, quantité de matière. En fait, il explique que deux gaz de nature différente, s'ils occupent le même volume avec la même pression, à la même température, à l'intérieur, il y a la même quantité d'atomes de cette matière, indépendamment que ce soit par exemple du chlore, de l'azote, etc. D'ailleurs, je crois même que Ampère est le premier à avoir proposé le fait que le chlore était un corps pur, un corps simple, alors que à son époque, les gens pensaient que c'était un produit composé, ne pensaient pas que c'était un élément dissocié dans le tableau de Mendeleïev, qui n'existait pas à l'époque d'ailleurs. Donc du coup, cette loi, notre ami Avogadro a donné son nom à la constante d'Avogadro et à la loi d'Avogadro qu'on peut appeler aussi parfois Avogadro-Ampère. Et Ampère, donc, il aura quelques contributions pratiques à mettre à son actif, notamment le télégraphe électrique, galvanomètre, solénoïde. Et solénoïde, en fait, de fil en aiguille, on arrive à Nikola Tesla. Ça a eu des applications, ces électroaimants, c'est fondamental dans l'invention du moteur alternatif de Nikola Tesla. Okay. Voilà, donc la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, en parlant de boucle et bouclée, c'est concrètement ce qu'a découvert Ampère avec son lien entre l'électricité et le magnétisme, c'est que deux courants peuvent s'influencer. Par exemple, vous prenez une pile et puis vous reliez le pôle plus et le pôle moins avec un fil et une résistance, et puis vous faites le même circuit à côté,
eh ben, ce courant va générer un champ magnétique, et donc vous pouvez définir la configuration de ce champ magnétique avec cette règle des 3 doigts ou du bonhomme d'Ampère, mais surtout ces champs magnétiques vont s'influencer. Donc, pour faire simple, si les champs magnétiques sont co-courants, c'est-à-dire si vos 2 fils côte à côte ont de l'électricité qui va dans le même sens, eh ben, le champ magnétique va faire que des fils vont s'attirer, et à l'inverse, si le courant électrique sont opposés, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va dans un sens et l'autre va dans la direction contraire, à l'inverse, ils vont se repousser. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on est sur la base. Oui, c'est les débuts, c'est l'électricité, l'électromagnétisme 101, tout à fait. comme diraient les... Ah ouais, là, c'est l'âge de pierre de l'électricité, mais il n'y avait rien avant, quoi. Ouais, mais c'est incroyable. Donc c'est les balbutiements, voilà. Alors, je vais terminer mon brave Ambrose sur la partie postérité d'Ampère. Oui. Qu'est-ce qu'il est resté finalement de cette personne? Comme beaucoup, comme Tesla d'ailleurs, il est mort dans un relatif anonymat et pas dans une situation financière très intéressante. Bon, après, il avait une vie confortable, il est de par sa position dans l'enseignement, mais il ne s'est pas enrichi comme Bill Clinton, par exemple, ou Vika, grâce à ses brevets et grâce aux entreprises qui ont pu être créées. Il n'a pas eu d'entreprise derrière, c'était purement de la recherche. Alors, déjà, il a son nom sur la Tour Eiffel. Souvenez-vous, comme un ancêtre de Becquerel, comme Vika, il a son nom sur la Tour Eiffel, comme 71 autres personnalités ayant contribué au rayonnement de la France. Donc ça, déjà, ça impose. Un respect. Moi, mon nom n'est pas sur la Tour Eiffel. Pas encore. Et Tesla, je rappelle, est venu à Paris en 1889, donc un peu plus d'1 siècle après la naissance d'Ampère, et il a pu voir sur la Tour Eiffel, très stylé, comme un tag, le nom d'Ampère. Et pour boucler vraiment la boucle d'Ampère, donc qui a inventé les solénoïdes, les électroaimants, etc., j'avais parlé de la mesure du champ magnétique qui se fait en Tesla, et un Tesla, ça vaut 1 Newton par ampère, par mètre. Donc on a quand même, j'ai envie de dire, on a des blazes qui pèsent. Voilà, exactement. Et donc Ampère, a laissé son nom à la mesure de l'intensité. Donc l'intensité du courant électrique se mesure en ampères. La tension se mesure en volts. Alors je crois que le nom c'est volta, c'est un italien. Le nom exact c'est volta, c'est pas volt. Ça a dû être anglicisé ou francisé ou simplifié à un moment. Mon avis personnel, pour Ampère, quelqu'un qui a donné des cours de philosophie, de chimie, de mathématiques, qui a son nom d'ailleurs associé à des lois de physique, de chimie, de mathématiques. Je suis pas expert en philosophie, mais je sais qu'il a eu une certaine reconnaissance, en tout cas du milieu. Bon, après, il a enseigné à la faculté des lettres de Paris, donc je pense qu'il avait son petit niveau aussi. Moi, je considère que c'est un des derniers pics de la Mirandole. Voilà, pour ceux qui connaissent. Je crois que c'est Jean de son nom, Jean Pic de la Mirandole. C'est une expression, j'étale un petit peu la confiture sur la tartine, mais Pic de la Mirandole, ça renvoie à une personne qui a une forme d'universalisme dans les connaissances, c'est-à-dire qui connaît beaucoup de choses sur à peu près tout. Voilà. Alors, Pic de la Mirandole, moi, à titre personnel, je ne connais que 2 noms. Voilà. Donc Pic de la Mirandole, moi je considère qu'Ampère est un des derniers Pics de la Mirandole, c'est-à-dire un savant très généraliste. Voilà, c'est multitâche. Moi, j'ai toujours apprécié cette forme d'esprit de gens qui, finalement, et je pense que c'est leur force et c'est ce qui fait d'eux des génies, sont capables finalement d'avoir une compréhension très profonde de disciplines qui n'ont rien à voir. Oui, mais qui finalement peuvent être liés. C'est eux qui font ce lien. C'est eux qui font le lien. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas t'improviser toutes ces disciplines en toi, mathématiques, physique et philosophie, sans y trouver un lien au fond de toi, sans y trouver une raison ou quelque chose. Donc, alors, je reformulerai différemment. Je pense que ce qui caractérise ces génies, c'est cette capacité à faire des liens entre des disciplines qui, pour le commun des mortels, sont scindées.
Voilà. C'est vrai. Moi, par exemple, j'ai fait des études scientifiques. J'adorais la chimie et j'étais très nul, ridiculeusement nul. J'appréciais la physique, mais vraiment, je préférais la chimie. En physique, j'étais très fort et j'ai toujours eu du mal à faire la passerelle entre les deux. Et c'est vrai que les camarades qui réussissaient beaucoup mieux que moi, on va dire à tous les niveaux, étaient ceux qui arrivaient facilement à faire des parallèles, à jongler entre les notions, les concepts sur les différentes disciplines. Alors, je vais terminer sur Petite conclusion, je t'en prie. Ouais, sur deux éléments. Ok. Alors, la première chose, c'est que vous pouvez visiter sa maison familiale à Pellémieux au Mont d'Or. Cette famille est devenue le musée Ampère de l'électricité. Donc, si jamais vous êtes de passage dans la région lyonnaise, déjà allez saluer les braves qui s'y trouvent. On est nombreux dans les parages. Exactement. Le coin est vraiment très sympa. Vous pouvez faire une boucle, aller visiter les Monts d'Or. Vous pouvez même aussi en profiter sur la route pour aller voir le restaurant de Polo. Paul Bocuse, un autre illustre ancien Lyonnais, ouais. Donc il a son restaurant qui a une architecture très particulière que vous pouvez admirer de l'extérieur en passant devant. Et donc les Monts d'Or, c'est vraiment un endroit très sympa si vous aimez la nature. C'est vraiment, on va dire, un univers vert aux portes de Lyon. Alors cette expression ne plaira pas aux Lyonnais les plus puristes. Hein. Un univers vert, ça fait peut-être trop vert pour les Lyonnais. Oui, c'est vrai. Mais on parle de verdure, là. On parle pas des autres verts qui sont plus couleur charbon, d'ailleurs, du coup, à cause des terrils et des mines. Tout à fait. On parle des bons verts et pas des mauvais verts. Il y a le bon vert, il y a le mauvais vert. Exactement. Et je terminerai sur une citation de ce contemporain de la révolution industrielle. Il était en plein dedans. Et on lui attribue cette phrase. En tout cas, c'est un de ses biographes lui a attribué cette phrase. « Perfectionner moi-même et les hommes, voilà l'idée que j'ai toujours devant mon esprit. » C'est la volonté du grand, c'est une volonté de puissance, quelque part, c'est beau. Et c'est typique d'un Pic de la Mirandole, cet universalisme individuel. L'universalisme quand il était vraiment beau et productif. Oui, le progressiste, dirons-nous. Le progrès des sciences, le progrès de l'humanité. Voilà, toutes ces notions qui ont été rachetées par le communisme et qui en a fait autre chose. Superbe. J'en ai fini avec superbe chronique sur André-Marie Ampère, ce Lyonnais, proche de nous tous, et qui a tant contribué à l'humanité. Imaginez un seul instant l'impact de l'électricité dans la vie de tous les jours. Voilà. Retirez tout ce qui fonctionne à l'électricité ou ce qui est le produit d'une industrie électrique autour de vous et vous verrez qu'il ne reste plus rien. Rien du téléphone avec lequel ou l'ordinateur avec lequel vous nous écoutez. Rien de votre voiture, de votre train. Enfin, quoique non, le train, non. Il y a eu le train à vapeur, justement. Mais voilà. Aujourd'hui, tout est électrique. La fée électricité. Petite parenthèse, j'ai oublié de la placer pendant la chronique, mais très vite. J'ai mentionné en début de chronique que son père avait été décapité pendant la Révolution. Et pour les plus assidus d'entre vous, vous devriez vous rappeler que j'avais déjà mentionné quelque chose d'équivalent quand j'avais parlé de Solvay. J'avais parlé d'un Français, Monsieur Leblanc, qui à l'époque avait inventé le procédé industriel pour la fabrication de soude non naturelle qui était utilisée à ce moment-là. Et j'avais précisé, Leblanc en fait s'était fait spolier son usine pendant la Révolution et il s'était suicidé dans les années 1800, 1804 ou 1802, je sais plus. Donc c'est très contemporain d'Ampère, mais voilà, petite parenthèse pour dire, la Révolution française a quand même eu un impact sur la vie et peut-être la vitesse de développement des sciences, en tout cas sur l'Europe de l'Ouest, parce que on voit que ça a impacté concrètement des grands penseurs, violemment des grands penseurs de cette époque, soit en bloquant, en détruisant leurs travaux ou en enlevant un de leurs proches, comme par exemple le père d'Ampère. Voilà, je termine là-dessus. Merci Ambrose de m'avoir permis de revenir dans l'émission et de m'avoir retendu le micro que j'ai saisi avec grand plaisir.
Plaisir partagé. C'est toujours passionnant de t'écouter et d'avoir les histoires sur ces personnages. C'est vraiment important de redécouvrir justement la grandeur européenne, tout ce qui a été inventé, créé, découvert surtout. Donc voilà. Et nous allons passer maintenant au tant attendu épisode numéro 2 des Croisades avec la nouvelle chronique de notre cher Alphonse. Donc, Alphonse, Oui. s'il te plaît, nous sommes suspendus à ton narratif et à tes histoires. Alors, que s'est-il passé ? Alors déjà, où est-ce qu'on s'était arrêté ? Je crois que on va faire un petit récap de ce qu'on s'est dit la dernière fois. Alors, en bref, la première croisade, c'était des Francs. À l'époque, je pense pas qu'on puisse les appeler des Français. Et les mecs, ils étaient encore assez proches de leurs ancêtres barbares, dans le sens où leur imaginaire était très 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 développé. C'est-à-dire qu'il faut les comprendre, les mecs. À l'époque, il n'y avait pas la tronche en biais. D'ailleurs, vu son physique, il serait mort à la naissance, il n'aurait pas été jusqu'au baptême. Il n'y avait pas non plus de fact-checking. Juste pour info, un fact-checking au Moyen-Âge, ça s'appelle une ordalie. C'est-à-dire que tu vas sur Wikipédia, source... ouais, un fact-checking, c'est de l'hérésie, et puis un vrai fact-checking, c'est quand tu dois marcher sur des braises. Et, oui, effectivement. Oui. Et si tu vas sur Wikipédia, en source, c'est vraiment pas beau à voir, quoi. Après, marcher sur les braises, ce que j'en ai su, c'est que c'est moins douloureux qu'on le prétend, en fait, parce qu'il y a une répartition de la chaleur qui est... En tout cas, c'est spectaculaire, et c'est ce qui compte. C'est tout à fait spectaculaire, mais marcher sur les braises serait moins difficile que de marcher, par exemple, sur une plaque en métal à la même chaleur. Bouillant. Ok. Bon, en tout cas, ouais, voilà, l'imaginaire était très très développé, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, sinon on va se dire les mecs sont cons, quoi. Mais bon, donc à l'époque, les types se sont motivés. Ouais, c'est clair. Mais les types, en gros, pour résumer, ils se sont motivés pour prendre Jérusalem, et assez miraculeusement, ils y sont parvenus. C'est-à-dire qu'on peut attribuer ça à un tiers parce que les musulmans étaient pas du tout unis et ils se faisaient la guerre entre eux déjà. À un autre tiers, faut le reconnaître que les Francs, c'est les meilleurs guerriers du monde à l'époque. Et en trois, c'est que les types, ils ont une motivation carrément surnaturelle. C'est-à-dire, les types, ce sont des gens qui, à jeun de 3 jours, vont faire une charge de cavalerie à 10 contre 1. Tu vois ? Donc, c'est des gens qui... tu t'attends pas à ça. Comme je disais à l'époque, le soldat musulman, lui, il a son salaire, son 13e mois. Il est pas là pour mourir. Enfin bref. Alors, cette chronique, je vais tenter une innovation. C'est que j'ai demandé à l'IA de me faire des vannes en lui donnant mon style. Et elle te fait des trucs, des fois c'est mieux que moi. C'est-à-dire que par exemple, il me parle de la fois où les croisés ont fait le tour de Jérusalem à genoux en espérant que Dieu leur file un coup de main. Et il me dit, c'est comme si vous gagnez au loto en priant 100 € millions. Bon, c'est de la blague d'IA, c'est pas trop mal. Ça commence moyennement. Hein. Oui, il y a encore, c'est le tour de chauffe. J'espère que c'est un diesel et qu'il y a encore 1 ou 2 ans avant que ça puisse nous remplacer, mais j'ai trouvé ça créatif. Enfin. C'est créatif, mais c'est pas... Voilà. Mais du coup, voilà, pour finir sur la première croisade, sur le récap, à la fin, c'est malheureux, mais tout le monde est rentré à la maison en laissant sur place 300 gars, à peu près. C'était les gens qui étaient les plus fervents qui sont restés, ou alors ceux qui s'étaient maqués avec une arménienne. À l'époque, il y avait beaucoup. C'était beaucoup plus loin, ça allait jusqu'à la Syrie. C'était pas comme aujourd'hui. Leur territoire était beaucoup plus étendu. Donc, partons de là, et ça commence très vite, en fait. 2 ans plus tard, donc la prise de Jérusalem, c'est en 1099, et 2 ans plus tard, en 1101, on a la croisade, en gros, des retardataires. C'est-à-dire que tous les mecs qui n'avaient pas cru à la hype, qui n'avaient pas acheté les NFT de l'époque, ils se sont dit, bon allez, on y va. Parce qu'ils ont entendu que ça marchait, ça avait super bien marché, qu'il y avait plein de trucs à faire. Donc voilà, c'est vraiment les mecs qui achètent du Bitcoin quand on en parle au JT de Claire Chazal à 20h. Donc, bon, les mecs... Oh là là, ils ont acheté le sommet. Quand c'est le ATH, voilà. C'est un peu tard, mais vous êtes quand même bienvenus pour faire monter la hype. On va pas cracher là-dessus. Enfin, on les comprend parce que la première, ça avait l'air d'être un sacré truc, mais quelque part, on pourrait dire que c'est un signe d'intelligence d'y aller seulement quand les autres ont fini de débroussailler. Enfin, intelligence presque, parce que, spoiler alerte, cette croisade est un pur échec. C'est-à-dire qu'ils ont levé quasiment 30 000 hommes qui sont arrivés en 3-4 fois, et ils se sont fait méthodiquement détruire par les Turcs en Anatolie. C'est malheureux, et c'est vraiment échec complet. Ils ont même pas mis le pied en fait jusqu'en Terre Sainte. Ils se sont fait à chaque fois détruire méticuleusement. Donc voilà, ils étaient en Asie mineure, et en gros en Asie mineure ils ont rencontré Frédéric Mitterrand et Cohn-Bendit. Donc voilà. D'accord. C'est
Je voulais faire un truc plus explicite pour donner du grain à moudre à l'algorithme YouTube, mais je me suis calmé. Non, mais d'accord. Après, on va déjà pas mal. On est déjà pas mal. Avançons. Donc, avançons là-dessus. Là, je vous fais le topo de tout ce qu'il y a entre la première et la seconde. Ensuite, on a un truc assez épique. C'est genre en 1107, donc juste un peu après, parce que ça a refroidi quand même les gens en Europe, la croisade des retardataires qui s'est entièrement crashée. Mais bon, il y avait quand même des gens qui continuaient. Et là, c'est un truc vraiment un peu un ovni de l'histoire. On sait pas comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est un genre de flashback, mais ça a lieu. En fait, c'est la croisade la plus tchadesque à mon goût. Si je te dis, Ambrose, fjord, absence de déficit budgétaire, propreté, tu penses à quoi? Je pense à l'Islande. Non, c'est la Norvège. C'est la croisade norvégienne. J'aurais voulu, je voulais dire Norvège, parce que c'est vrai qu'il y a plus de fjords, mais il y en a quand même en Islande. Propreté aussi, oui. Et absence de déficit budgétaire, on y est aussi. Hein. C'est clair. Après, donc voilà, il y a eu une croisade norvégienne, truc que personne connaît. Donc il y a un mec qui s'appelle le roi Sigurd. En gros, le type, il vit dans l'Occident chrétien. Dans les années 1100, on n'est plus à l'âge des Vikings. Le mec il s'est baptisé, il peut pas aller cramer la hutte de son voisin en face. Il faut qu'il se contrôle, tu vois. Il y a des lois. Mais il a quand même le sang. Son grand-père, il cramait encore des villes, donc lui, il se dit, bon, ça me démange quand même. Et là, le type, il entend parler de la première croisade, et il se dit, oh putain, en fait, en Méditerranée, donc vous me dites, en fait, on peut littéralement cramer des villes entières et prendre du terrain et se faire du prestige. Et en plus, on est sanctionné par Dieu et on va au paradis, mais c'est génial. Donc il y va, faut comprendre, il part avec tous ses dracars, il en a genre une trentaine, et il fait tout le tour en passant par l'Espagne, le Portugal et toute la Méditerranée, quoi. Premier arrêt, il s'arrête un peu en Espagne, par-ci par-là, il y a eu 2-3 algarades avec les locaux, c'est-à-dire que chez les chrétiens, hein, à un moment, je crois qu'ils voulaient acheter à manger, mais il y avait un peu une disette, on leur a refusé de vendre de la bouffe. J'étais chez les Basques, donc tu vois, ils en avaient plein les Basques, et ils ont dû les discipliner. En gros, ils ont peut-être cramé un château ou deux, mais bon, moi, je choisis d'interpréter c'est la notion d'algarade. C'est la notion d'algarade. Voilà, c'est ça. Mais on pourrait dire que c'est leur amour du libre-échange. Ils ont voulu faire comprendre le capitalisme éthique. Bref, voilà, c'est l'éthique protestante. Bon, à l'époque, il l'était pas. Mais bon, du coup, après, il continue il passe par le Portugal, qui est musulman à l'époque. Il décide de piller. Ils auraient pu aussi épiller. On est au Portugal. Épiler, bref. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible ça. Ça c'est bon, ça peut passer ou quoi? Non, c'est moi ça. Il aurait pas pu faire ça. Enfin bref, du coup après il continue, il passe par Ibiza. J'aurais dit c'est tiré par les cheveux, enfin tiré par les poils cette fois-ci. Ah, pas mal. Donc il continue, il passe par Ibiza, il passe à peu près partout. Il s'arrête en Sicile, dire coucou à leur cousin normand. Je pourrais faire des chroniques là-dessus à un moment, c'est assez intéressant aussi. Et après, ils débarquent à Jérusalem. Tout le monde les adore. C'est vraiment des bons gars. Et ils réussissent tout. Ils aident les royaumes chrétiens locaux à reprendre d'autres villes, à s'améliorer. Tout est parfait, vraiment. Ils rentrent chez eux en Norvège, tranquille, avec plein d'histoires. Et d'ailleurs, il y a une saga norvégienne sur ça. Donc toi qui lis le vieux norrois, peut-être que tu pourrais t'amuser à lire ça le soir. Une page par semaine. Parce que le vieux norrois, c'est quand même la catastrophe. C'est quand même compliqué. Mais bon, là, c'est le norrois médiéval, c'est pas non plus le plus vieux. Il y a peut-être des anglicismes. Ça reste quand même... c'est le latin du Nord, hein, le norrois, donc... c'est la saga de Jorstalaland, un truc comme ça. Pour eux, ça ressemble à... Ah, Jorstalaland. Enfin. Mais du coup, c'est quand même assez épique comme épisode de l'histoire, assez inattendu, et c'est vraiment la conclusion la plus stylée, la plus poétique de l'âge viking, en fait. C'est leur dernière grande expédition. Après, ils rentrent à la maison, ils se mettent au meuble Ikea, quoi. En gros. Et ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas de moi. Après, je continue encore. Il y a encore une autre croisade. En fait, on pense qu'entre la première et la deuxième, il n'y en a pas. Mais en fait, il y en a genre 5-6. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment les contes à l'époque. Mais bon, celui-là, il est un peu tragique quand même. C'est pas le plus beau. Ça s'appelle la croisade des enfants. Alors, c'est semi-légendaire, mais c'est quand même avéré. Comme je te disais, on était dans une époque où l'imaginaire était quand même très très puissant. Donc les types, en fait, ils ont fait un peu une pré-Jeanne d'Arc, c'est-à-dire que partout un peu en Allemagne et en Germanie, disons, on a des enfants, des bergers, voilà, bon, souvent c'est pas des nobles, hein, c'est des gens, des paysans normaux, ils finissent par vraiment croire à ce qu'on leur dit, et ils se motivent eux-mêmes, ils partent avec l'idée
de libérer la Terre Sainte à eux tout seuls, les enfants, parce qu'ils se disent peut-être nous on n'a pas de péché, les autres ils en ont, donc nous ça va marcher. Les types, c'est vraiment un niveau d'idéalisme et de pensée positive. On est sur de la Greta Thunberg, mais malheureusement sans les filets de sécurité de la société moderne. Donc c'est vraiment compliqué. Donc ça ressemble à ça, c'est vraiment de l'idéalisme pur. Et c'est beau quelque part, mais bon, leur plan en fait c'est d'arriver à la mer. La mer pourrait peut-être s'ouvrir, ou alors ils savent pas trop la logistique, ils ont pas vraiment recherché ça, ils sous-traitent. Mais ils ont la foi, c'est déjà ça, non? C'est ça, mais ils se disent en plus qu'ils vont convertir les musulmans de manière pacifique. Quand même pas mal. Et du coup, bon, ils arrivent à marcher. Donc en France, bon, il y en a probablement quelques-uns qui meurent en route, mais il n'y avait pas que des enfants, il y avait aussi plein d'autres gens. Hein. C'est peut-être, bien sûr, ce serait. Je pense pas que ce soit réel, c'est vachement contesté qu'il y ait une troupe vraiment de 10 000 gosses, on parle de plusieurs milliers. Mais il y a au moins plusieurs milliers de gosses. Les types, ils arrivent plein de pensées positives, et où est-ce qu'ils arrivent? Ils arrivent à Marseille. Quand t'arrives avec des illusions à Marseille, t'es mal. Quartier nord. Déjà. C'est ça. Donc en gros, c'est les ch'tis à Marseille. Les types, c'est des gosses idéalistes, et ils tombent sur des marchands de tapis marseillais. Et malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas Julien Courbet pour les prévenir. Il faut se méfier des arnaques, et surtout des artisans avec un accent du Sud. Toujours il n'y avait pas de numéro vert pour aider. Toujours raccroché dès qu'il y a un accent marseillais. Et là, c'est tragique. Hein. Les marchands, ils disent oui, vous inquiétez pas, on fait ça tous les jours, on va vous transporter gratos, on est des bons gars. À l'époque, on voit qu'il y avait un autre niveau de moralité. En fait, les marchands les ont pris et ils sont arrivés en Égypte. Ils ont fait regardez, on a une nouvelle cargaison, et ils ont vendu les gosses comme esclaves, quoi, tout simplement. C'est malheureux. Quelle horreur. Et c'est quelle horreur. Et donc c'est vraiment... il faut jamais laisser ses gosses sans surveillance, même au Moyen-Âge. Et c'est vraiment... Enfin, je veux dire, les parents ont vu leurs gosses se barrer, ils les ont jamais revus. C'est vraiment bizarre. Enfin, c'est vraiment incompréhensible pour nous aujourd'hui, mais c'est un niveau d'imaginaire qui est vraiment très très fort, quoi. Bon, voilà, c'est le côté un peu tragique, mais bon... ça arrivait assez souvent au final. Il y en a eu d'autres après. Après la seconde croisade, il y en a eu beaucoup d'autres. C'est vraiment malheureux. Mais bon. Et après, encore là-dessus, on a encore une autre croisade, une petite croisade cette fois-ci. Là, on est sur une croisade vénitienne. Donc les Vénitiens, c'est un autre délire que les gosses. Là, ils ont des tableurs Excel, c'est organisé. Les mecs, ce sont vraiment des businessmen. Ils sont pas là pour déconner. S'ils font quelque chose, c'est pour gagner du pognon, et ils le font généralement très bien. Donc les Vénitiens, c'est des marchands, et jusqu'ici, ils devaient passer par des intermédiaires musulmans, etc. Ils se prenaient des taxes. Et là, depuis que les chrétiens sont arrivés en Terre Sainte et qu'ils ont commencé à libérer un peu les ports, les Vénitiens, ils sont en mode duty free. Et voilà quoi. Alors maintenant qu'ils peuvent importer du sucre, de la cannelle et des conneries du genre, ils veulent plus les lâcher leurs ports. Du coup, ils donnent des troupes pour aider au maximum. Ils vont aider les croisés qui sont restés sur place à capturer une autre ville qui s'appelle Tyr, qui est une ville assez vraiment riche à l'époque. Et ils ramènent d'ailleurs plein de trucs en Europe sur la soie, sur le travail du verre, la poterie, etc. Ils nous font pas mal de trucs qui sont aujourd'hui des spécialités vénitiennes. Au passage, ils crament quelques petites bourgades grecques byzantines. Alors qu'ils étaient censés être des vassaux byzantins, mais bon, rien de personnel, c'est juste du business. Ce genre de technique de négociation qu'on n'apprend plus en bac pro vente, finalement, il marche, et on leur confirme leurs privilèges commerciaux. Donc ils ont vraiment, je souligne que les Vénitiens sont vraiment des énormes tchads, même si généralement les Français un peu catholiques n'aiment pas trop ces gens-là, parce que bon, ils respectent pas vraiment les principes de la chrétienté. Mais bon, ils gagnent du pognon et ils réussissent. Donc pendant ce temps-là, retournons dans les croisades, et là on retombe sur le vif du sujet, parce que jusqu'ici je vous ai fait ce qui s'était passé entre les deux, pour vous donner un peu le contexte. À la fin de la première croisade, on finit avec 3 États croisés. Mais attention, un État au Moyen-Âge, c'est un bien grand mot, hein. Le royaume de Jérusalem, donc un des 3 États, c'est 18 entités quasi indépendantes qui battent monnaie, qui font à peu près ce qu'elles veulent. À l'époque, l'État, il n'existe pas, c'est vraiment le paradis libertarien. Javier Milei, il serait passé pour un communiste en fait. C'est vraiment...
D'accord. C'est vrai. Je veux dire, il y a même pas de, il y a des routes et tout, mais ils galèrent tellement à lever l'impôt qu'ils n'arrivent pas à faire des vraies troupes. Du coup, la défense du territoire est un peu laissée à l'établissement un peu le plus fort dans les gens qui parvient à centraliser un peu, et c'est l'Église. Donc c'est la foi. Et c'est là que je parlais des ordres de moines guerriers façon Warhammer 40K. Donc c'est les Templiers, les Hospitaliers. Les Templiers, c'est des types qui commencent à 9 pour protéger les pèlerins. Et à la fin, c'est un genre de mix entre l'abbé Pierre et Serge Ayoub. Genre, tu vois, ils récupèrent les héritages des gens qui rejoignent. Et ils ont un genre de bande pour se bastonner. Et ils finissent par être... bon, ça, on le sait qu'ils finissent par être ultra riches parce qu'il y a énormément de gens qui rejoignent et qui donnent leur possession. Donc voilà, c'est vraiment les grandes armées de l'époque, c'est eux, c'est les types les plus forts. C'est aussi des proto-banquiers, ouais. Ouais, ils ont dû... Après, il fallait bien manager tout ça, et puis ils étaient au contact des civilisations un peu de la Grèce et du Moyen-Orient, qui étaient au niveau de la centralisation des impôts et des finances, qui était quand même largement plus avancé que le Royaume de France, où c'était encore le bordel, et l'impôt, c'était un concept un peu optionnel et qui venait d'arriver, quoi. C'était un truc de hipster. Bref. Du coup, il y a un autre truc qui s'appelle le comté ou je sais pas quoi de Tripoli, mais ça on s'en fout. Et là, élément clé pour comprendre la seconde croisade, il y a un petit état croisé qui s'appelle le comté d'Édesse. C'est pas un fromage AOP, si tu allais me demander. Mais non. Ces frontières sont tellement trouées qu'on pourrait le confondre avec du gruyère. Ça, c'est l'IA. Mais c'est l'IA, mais à partir de mon idée. Je veux dire, parce que bon, elle aurait pas trouvé ça quand même. Il y a du niveau quand même, hein. Ouais. Non, mais je lui ai donné des billes. C'est constant. Elle aurait pas pu inventer. Constant. Mais c'est le premier état croisé qui a été créé, et c'est aussi le premier à tomber en 1144. Donc déjà, on a déjà avancé de 40 ans, ça va vite. Donc c'est la première ville croisée qui tombe, vraiment une grosse ville. Et en plus, le problème, c'est que c'est la clé pour tout le reste des états croisés, Jérusalem et toute la famille. C'est vraiment au nord, en Syrie, là, et c'est la clé. Et du coup, cette chute de cette ville-là, ça provoque une vraie onde de choc dans le monde chrétien. Et les mecs se disent... Putain, quoi, c'est tombé, on a dû merder quelque part dans nos rituels. On a dû pas se mettre du bon côté, ou alors il y a des gens qui ont fait un peu trop de péché. À genoux, ou quelque chose comme ça. Non, mais il y a quelque chose, comment c'est possible, quoi, ça tombe. Mais bon, ils ont quand même tenu 40 ans. C'est à cause des adultères. Ouais, ça doit être ça. Non, mais il y a forcément un coupable. Mais ça a quand même tenu 40 ans, ce qui est pas mal. Donc voilà, ça c'est le truc qui est l'élément déclencheur de la seconde croisade. Loin d'être découragés, les mecs repartent de plus belle dans la fougue religieuse, vachement similaire à ce qui s'est passé sur la première croisade. Et là, cette fois-ci, il y a un nouveau prêcheur. La dernière fois, c'était Pierre l'Ermite. Il n'y en a rien à voir avec Thierry. Et il avait déjà fait, je crois, le mec, précédemment en plus. C'est quasiment sûr. Mais cette fois-ci, le mec, c'est un tchad monastique, il s'appelle Bernard de Clairvaux. Le type, c'est Thierry Casasnovas sous stéroïdes. Hein. Il fait du miracle à la chaîne. On parle de gens qui sont manchots, ils ont des mains, les aveugles. Genre, il y a 10 aveugles en une journée, ils retrouvent la vue, c'est des trucs. Les médecins le détestent. Ça marche, les extracteurs de jus, finalement, de l'époque. Ouais, c'est clair. Mais voilà, c'est vraiment le mec de la pub, les médecins le détestent, c'est lui. Et donc, par exemple, il y a 2-3 anecdotes sur sa vie. Donc, le type, dès le début, il est à fond sur la religion. Et son premier succès dans la vie, c'est qu'il a converti ses frères à la vie monastique. Et il les a emmenés à l'abbaye. Sauf qu'il y en avait un, le plus jeune, c'était encore un enfant. Du coup, ils lui ont laissé tout l'héritage de la famille, c'est plus ou moins des nobles. Et du coup, ils lui disent toi, tu auras toutes nos terres, nous, on retourne à l'église. Et le gosse est là en mode ah oui, mais j'aurai la terre, mais vous aurez le paradis. Mais c'est pas juste. Et il les rejoint aussi, tu vois. D'accord. Et après, il est pire que ça. Après, il y a sa sœur et son père qui vont aussi dans un couvent. Faut comprendre que le type, il vide des villes entières, et les gens, ils vont dans les couvents. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils passent en ville, les mères cachent leurs fils, les épouses cachent leurs maris, parce que les mecs, sinon, ils sont hypés à fond, ils se disent quoi, une fille qui a 30 ans sans pouvoir toucher une femme et en restant que entre potes, génial, je m'engage. Mais... Attends, mais ça devait être un orateur incroyable pour pouvoir réussir à faire ça. Non, mais c'était un dingue. Bah après, c'est les anecdotes du Moyen-Âge, hein. Faut comprendre que c'est du bouche à oreille, hein. Ça part un peu en live. Mais, pour le coup, il a détruit tellement de familles que les femmes qui ont été abandonnées, elles ont formé un couvent qui lui-même a prospéré. Donc, le type, c'est vraiment magique. Bref. Donc, tout ça pour dire, il passe dans toute la France et il appelle à la seconde croisade. En gros. Et à l'époque, le roi de France, alors en fait, à l'époque, il s'appelle encore le roi des Francs, c'est Louis VII, le jeune. Et après, on va l'appeler le Pieux. On aura le loisir de reparler de sa femme plus tard. Mais
c'est quelqu'un qui a un naturel un peu religieux. En fait, dans sa jeunesse, il y a eu une querelle administrative avec un prêtre, et il pète un peu un câble, et il fait une vie kermesse. C'est-à-dire qu'il crame une église, malheureusement avec des gens dedans. Et du coup, il a une crise de culpabilité incroyable après. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on recrute pour la seconde croisade, et donc c'est le premier qui s'engage parmi les gens importants, c'est le premier qui s'engage pour la croisade. Il veut vraiment laver son âme, et il veut faire un pèlerinage armé à Jérusalem. Et du coup, le recrutement reprend de plus belle une fois qu'on sait que le roi des Francs se joint à la bande. Sur le côté, on a aussi la même chose qui se passe en Allemagne, enfin pas à ce point-là. En Allemagne, il y a aussi une chose, mais j'y passe très rapidement. Il y a une seconde vague de croisés, mais malheureusement, ils arrivent en Grèce, et peut-être que ils arrivent en Turquie actuelle. Peut-être que les Grecs les ont un peu arnaqués, mais il se trouve qu'ils se font détruire, et en fait, ils arrivent même pas jusqu'en Terre Sainte, donc autant ne pas les compter, on s'en fout. Du coup, le Bernard, le moine, et le Louis, le mec très religieux, c'est vraiment les deux mecs qu'il faut pas mettre à la tête d'une croisade, quoi. Les mecs sont avant tout dans la pensée religieuse. Ils voient la croisade comme un véhicule à miracle, et que si on fait les bonnes prières et qu'on a le cœur pur, alors les résultats viendront tout seuls. Deus Vult. C'est clairement ça, il fallait pas les mettre à la tête de la croisade. Je vous fais rapidement sur le trajet, parce qu'ils partent par la terre. Il y a aussi des gens qui partent par la mer, donc déjà tout le monde part de son petit côté. Mais bon, l'host principal, c'est le français, mais même là c'est le bordel total. C'est-à-dire que, par exemple, je sais qu'il y a des Lorrains en avant-garde, ils me tombent sur les Allemands, et vu qu'ils se détestent, ils se battent. Entre chrétiens croisés, ça n'a aucun sens. C'est vraiment mon Dieu. Donc là, ils arrivent à Antioche, qui, je sais plus si ça existe encore comme ville, mais ça doit être entre la Turquie et la Syrie, dans ce coin-là, un peu au coin là, de la mer. Donc là-bas, il y a un type qui s'appelle Raymond de Poitiers. Il se trouve que c'est l'oncle de la femme du roi de France. C'est Aliénore d'Aquitaine, qui est très connue. Donc le type lui demande « Est-ce que tu peux m'aider à récupérer la ville là-bas, s'il te plaît ?» Alep, c'est la clé pour protéger le truc. Mais là, on va voir un truc qui va conditionner un peu le reste, c'est que Louis, il a vraiment un côté moine, et lui, il pense que à son pèlerinage. Il y a que ça qui l'intéresse, en fait, il s'en fout complètement de la stratégie armée. Du coup, il dit non, moi je vais à Jérusalem. L'autre mec pète un câble, et apparemment, il aurait eu une affaire adultère avec Aliénore d'Aquitaine, la femme du roi, et sa nièce. Bon, après, c'est contesté. Certains diront... voilà, enfin... les sources Wikipédia de l'époque, c'est du bouche à oreille à 3 générations d'écart, donc... voilà. Fiabilité moyenne. Voilà. Bon, après, on a le temps d'incrémenter rapidement. L'histoire. Vas-y. Je vais la faire rapidement. Après, il débarque à Jérusalem. Là, il y a un conseil des rois extrêmement tchadesque, où il y a le roi de France, il y a le futur Barberousse, il y a le roi de Jérusalem, etc. Et là, ils se disent, on va attaquer Damas. En plus, Damas, à l'époque, c'était une ville qui était plus... Déjà, c'était pas l'objectif de la croisade à la base, mais ils se sont dit, Damas... Et c'était une ville qui était relativement alliée, qui était indépendante des autres trucs musulmans. Et les musulmans étaient vachement désunis. Entre les Turcs et les Arabes, déjà, on s'entend pas. Entre le côté égyptien et le côté Moyen-Orient, on s'entend pas. C'est un peu un énorme bordel. Alors qu'il y a un calife nominément, mais bon, tout le monde s'en fout un peu. Et donc, les types vont attaquer cette ville-là. Je vous la fais courte. En gros, c'est un échec monumental parce qu'ils ont... comme d'habitude, en fait, c'est la désunion, le problème des Européens à l'époque. C'est que c'est comme les chefs gaulois, quoi, avec César. C'est ce que j'allais dire. Ils se battent toujours entre eux. C'est vraiment la même chose, ça n'a pas changé. Et d'ailleurs, on pourrait dire que l'écart, quand même... peut-être pas quand même, j'abuse, mais l'écart quand même, au moins organisationnel et tout, entre, par exemple, la Grèce, enfin l'Empire byzantin et l'Occident, c'est quasiment l'écart qu'il y a entre Rome et la Gaule à l'époque, parce que il y a quand même, c'est pas centralisé en fait. Et c'est quand même un miracle que les types arrivent à monter des si grosses armées, à faire des si grosses conquêtes, alors qu'ils ont pas vraiment d'armée de métier, c'est un peu le bordel, quoi. Mais ils ont la foi. Du coup, ils ont la foi et ça marche quand même, et puis le fait que ce soit quand même des très bons guerriers, quoi. Et du coup, résultat, un échec. Par contre, ils réussissent. Il y a un truc qu'ils ont réussi, c'est unifier les musulmans. C'était pas le but. Mais... Ah bah bravo. Ouais, ils ont quand même réussi. Mais pour conclure un peu là-dessus, oui, du coup, c'est extrêmement chaotique cette seconde croisade. Et malheureusement, ça mène à rien. En fait, les conséquences sont plutôt extrêmement négatives. C'est la honte totale, en fait. Même le moine, là, Bernard, il est en mode... il s'excuse et tout. Il fait mes excuses. Mais un coup de pain. Et il meurt genre 4 ans après parce qu'il est en... Voilà quoi, il a pris une raclée morale. Le roi de France se barre assez rapidement.
il se barre en bateau séparé avec sa nana, et sur le retour, elle finira par divorcer de lui et se mettre avec le roi d'Angleterre, ce qui va quand même provoquer des énormes problèmes pour la suite. Parce que c'est la duchesse d'Aquitaine qui tient du coup énormément des terres françaises, et ça va probablement trigger un peu la guerre de 100 ans sur le long terme. Donc vraiment un mauvais plan à tous les niveaux. Pas une réussite, quoi. Et voilà. Mais je me suis pas assez attardé. C'est une Angevine, c'est ça, non? Je sais pas si c'est une Angevine, mais en tout cas, elle est d'Aquitaine. Après, je sais pas exactement, les gens, c'était pas des locaux à l'époque. Mais elle s'est mariée avec un Plantagenet, et elle a donné tout le duché d'Aquitaine. Et je crois que ça a rajouté le 3e lion au drapeau anglais, tu sais. Ou alors le... Ouais, quelque chose comme ça. C'est le qu'en prélude Normandie... un peu à la guerre de 100 ans, ouais. Ouais. Mais tu sais que le drapeau de la Normandie, c'est quoi? 2 lions d'or sur fond rouge. Et elle en a rajouté un, et ça fait le drapeau enfin, en tout cas, de la maison royale ou quoi d'Angleterre, et ça faisait 3 lions d'or. Enfin, tout ça pour dire, elle a donné, en gros, la région actuelle, Nouvelle-Aquitaine, à l'Angleterre. Donc oui, ça a créé beaucoup de problèmes sur la suite. Je me suis pas trop attardé sur leurs affaires de couple, mais en gros, elle le déteste parce que elle, c'est une nana du Sud-Ouest, et son mari, c'est un moine vraiment possédé. Et elle a dit, en fait, j'ai l'impression d'avoir épousé un moine, et à la fin, elle divorce, quoi. C'était pas super. Il était pieux, mais pieux, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais il a vraiment abusé. Mais bon. Donc, c'est, voilà, l'IA me dit de conclure en vous disant que la prochaine fois que quelqu'un vous demande de partir en croisade, demandez-lui d'abord s'il a un plan B. Ou mieux, restez chez vous et regardez Games of Thrones. C'est moins dangereux et c'est aussi médiéval. Oui, effectivement. Ouais. S'il y a voilà, ils ont au moins un plan, et puis faire le tour de la ville à genoux, c'est déjà un plan, non? Non, mais ça, c'était vraiment après, pas prévu, le pire. impro, mais ça s'est un peu amélioré après. Parce qu'il faut quand même pas déconner. Entre-temps, ils ont commencé à faire des fortifications vraiment bon niveau. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont ramenées de l'Orient qui ont amélioré à fond l'Europe. Oui, il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé qui sont assez cons. Mais bon, l'épisode 3. C'est aussi... Oui, il y aura carrément un épisode 3, et en fait, il y en a tellement des croisades que je peux en faire 15 des épisodes. Faudrait penser à un autre format, peut-être. Mais, à la fin, je vous le referai la prochaine fois, mais en gros, ça va de mal en pis pour les États croisés, et ils finissent par perdre Jérusalem, et la Sainte-Croix aussi. Et ça va trigger la 3e croisade, dont on parlera pour la prochaine. D'accord. Eh ben, écoute, superbe. Un sens de la narration qui nous tient en haleine durant toute l'histoire. Merci beaucoup, Alphonse. Et là, c'est chaotique, hein, comme je disais. S'il y avait qu'une seule croisade, ça aurait été simple. Il y en avait 4. Qui partaient en couille totalement. Non, mais les side quests aussi étaient intéressantes. Très clairement. Mais voilà, comme on le disait, c'est assez incroyable de se dire que finalement, pourquoi se réfugier dans la fiction alors que la réalité la rattrape complètement. Merci beaucoup, Alphonse, pour ce bon moment passé avec toi et les croisades. Et puis, nous sommes dans l'attente de l'épisode 3. Nous avons hâte de savoir ce qui va se passer. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je note que ça reste hautement subjectif, et une interprétation de l'histoire qui va créer peut-être des remous dans les commentaires, mais ce serait toujours intéressant. Je répète encore mon appel aux historiens à commenter. Ce serait toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui vienne te corriger, universitaire, qui me corrige et qui m'explique qu'en fait, en attendant, simplification. Oui, non, mais effectivement. Donc justement, on en fait appel aux historiens. Arrêtez-le, parce que sinon, il est lancé, il continue. C'est juste ça. C'est clair. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Pitié. Merci, Alphonse. Merci vraiment. Et puis, écoute, au plaisir de t'écouter lors de la prochaine chronique. Et bien maintenant, on va passer à notre ami Audric, notre cher Audric, et la suite de sa chronique précédente, puisqu'il nous parlait un peu du début de l'étalon or, de la monnaie. On avait même quelques histoires de coquillages qui s'étaient glissées dedans. Audric, c'est à ton tour, je t'en prie. Alors c'est parti. D'abord, je te remercie Alphonse d'avoir un peu détendu l'atmosphère parce que je ne me voyais pas enchaîner tout de suite après la sérieuse et excellente chronique de Mathieu. Et d'ailleurs, tu as fait référence à un moment à une croisade avec un achat au all-time high sur le Bitcoin, et c'est un peu une référence à ma chronique ou à ma propre expérience, parce que
C'est ce qui s'est passé en 2021. Quand je suis tombé dans le Bitcoin, j'ai acheté le all-time high et puis j'ai subi tout le bear market. Mais pendant ce bear market, je me suis éduqué. Et voilà. Tu n'es pas le seul à l'avoir fait. Hein. Tu n'es pas le seul à l'avoir fait. Le Bitcoin vit surtout de son exposition. C'est ça qui dirige quand même beaucoup son prix, on va dire. Donc effectivement, quand on n'en parle pas, il est un peu en hibernation et quand on recommence à en parler, c'est là que ça monte. Et puis effectivement, son all-time high, c'est le moment où tout le monde parle de lui. Donc c'est là où il y a plus de gens qui s'y intéressent et bien sûr, beaucoup achètent pendant donc le all-time high. Exactement. Et bien sûr, au départ, on en achète sans comprendre c'est quoi. On comprend juste que c'est quelque chose qui monte et qui monte et qui monte. On a l'impression que ça va monter pour toujours. Et bien sûr, en tant qu'amateur, on se fait avoir et on achète au moment où c'est le sommet. On est sur ma deuxième chronique. Hein. J'ai commencé cette série de chroniques dans le but justement d'expliquer le Bitcoin à nos camarades braves. Et c'est vraiment un sujet assez vaste parce que pour comprendre ce qu'est le Bitcoin, on se pose la question qu'est-ce que le Bitcoin ? La question qui suit, c'est... la première explication, c'est le Bitcoin, c'est une monnaie. La question qui suit, c'est qu'est-ce que la monnaie ? Et vu que la monnaie, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, on est né dedans. C'est comme si un poisson se demandait qu'est-ce que c'est que l'eau, en fait. Hein. On est dedans, on ne comprend pas ce que c'est. On l'utilise tous les jours sans savoir vraiment ce que c'est. Pour ma première chronique, on avait exploré les fondamentaux de la monnaie. On avait vu que c'était un phénomène émergent qui nous permettait de faire des échanges sans qu'aucune autorité n'en décide. La monnaie, c'est simplement le moyen d'échange universel qui émerge du marché. Ça permet de mesurer la valeur quand on la compare aux autres biens, parce que vous vous rendez compte que la valeur, c'est subjectif, ça n'existe qu'en relation avec autre chose, c'est une paire. On mesure, par exemple, une table en termes de chaises ou une ampoule en termes de tapis. Et imaginez un monde de troc où il n'y a pas de monnaie. Il y a des millions et des millions et des millions de paires qui nous permettent de mesurer les échanges entre les objets. C'est complètement impossible, en fait. La monnaie, ça nous permet de régler ce problème, de régler le problème du troc. Souvenez-vous, les trois fonctions, le moyen d'échange, l'unité de compte et la réserve de valeur. C'est la monnaie qu'on accumule pour assurer notre avenir. On avait exploré un problème, par contre, avec l'exemple des perles de verre africaines. La monnaie peut aussi perdre sa valeur si on en trouve le moyen d'en créer facilement. C'est pourquoi toutes les monnaies primitives, lorsque toutes les communautés humaines se sont mises en contact les unes avec les autres, ont in fine disparu petit à petit pour que toute l'humanité adopte au fur et à mesure les métaux précieux, l'or et l'argent. Donc dans cette chronique, on va explorer les métaux précieux, comment ils se sont imposés comme monnaie à l'humanité, surtout à travers deux grands concepts que sont la preuve de travail et l'effet de réseau. D'accord. Eh bien écoute, nous sommes tout oui. Voilà, on explorera ces deux concepts et ensuite on verra ce qui s'est passé à la révolution de l'invention des pièces de monnaie et des exemples d'inflation à travers les âges. Tout d'abord, on va se souvenir que les métaux précieux, ça possède toutes les qualités qu'on attend d'une bonne monnaie. Souvenez-vous les attributs de la monnaie que j'avais énumérés dans la première chronique. Ils sont divisibles, ça permet de faire des paiements de différentes tailles, ils sont portables, car une petite quantité peut contenir beaucoup de valeur. C'est durable, parce que ça ne se détériore pas facilement. C'est vérifiable, hein, on peut vérifier une pièce de monnaie, l'or et l'argent, on peut le voir, on le vérifie par la vue, par l'ouïe, par le toucher, et le plus important, vous vous souvenez c'est quoi ? Tu dois souvenir, Ambroise ? Excuse-moi, j'ai oublié, pardon. Autant pour moi. Le plus important, c'est que c'est rare. Ah oui. Eh oui, le plus important, c'est que c'est rare, c'est dans le contexte monétaire, c'est que c'est difficile à produire. On avait parlé du concept de hard money. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est l'intérêt de la monnaie ? L'intérêt de la monnaie, c'est pouvoir transformer son travail en une équivalence liquide qui nous permet ensuite d'échanger notre travail contre le travail de n'importe qui, on est d'accord. Mais comment est-ce que les métaux sont venus à prendre ce rôle ? Comment est-ce qu'ils représentent le travail ? Tout simplement parce que ça demande du travail d'en faire. Comme tous les biens et tous les services, ils ont une valeur parce qu'ils ont un coût de production. Vous prenez un morceau de viande, ça représente une longue chaîne de travail. Déjà de l'animal à lui-même qui travaille, qui mange, qui crée de la protéine, de la viande, de l'éleveur, du transporteur, du boucher, etc. De même pour une table, on a la rareté du bois, l'expertise de l'ébéniste, tous les outils qui ont été utilisés, tout ça, ça représente la valeur de la table. Bon, ça paraît très basique, hein, mais ça, c'est important de le rappeler parce qu'on vit à une époque où il y a des gens qui croient que les choses peuvent être gratuites, hein, nos amis que vous connaissez bien. Mais bon, on n'est pas au jardin d'Éden et tout ce qu'on a existe grâce au travail. Et pour les métaux précieux, c'est la même chose. Les gisements sont rares, les extraire, c'est long, c'est difficile. Le raffinement, la transformation en bijoux, en lingots, tout ça, ça demande du temps, de l'expertise, etc.
On a énormément de gens qui travaillent là-dessus. Et c'est une des raisons pour laquelle les métaux précieux, ils ont énormément de valeur. Ils sont difficiles à produire. C'est de la hard money d'abord parce que c'est difficile à créer. Vous prenez n'importe quel morceau d'or, n'importe quel morceau d'argent, on a ce qui s'appelle une preuve de travail. Et c'est ce qui lui donne une valeur monétaire. Vous allez me dire, il suffit pas qu'un bien soit rare ou difficile à produire pour qu'il ait de la valeur. Qu'est-ce qu'il faut en plus de l'offre ? Il faut de la demande. Je vous prends un exemple, j'aurais beau passer 100 heures à cuisiner une tarte faite de boue, elle aura beau être longue et difficile à faire, si personne n'en veut, elle n'a aucune valeur. Donc, comme on l'a dit précédemment, pour qu'un bien devienne une monnaie, il faut qu'il soit une réserve valeur, il faut qu'il y ait de la valeur là-dedans, il faut qu'il y ait de la demande. En termes de rareté, la tarte à la boue, ça reste quand même très rare. C'est ultra rare, mais ça n'a aucune valeur. Donc, il ne faut pas que de la rareté, quoi. Il ne faut pas que de l'offre. Il faut que des gens veulent acheter ma tarte à la boue. Alors peut-être que dans le monde d'aujourd'hui, ça serait possible, hein. Mais donc la valeur, ça se fait par l'offre, hein, qu'on vient de voir avec la preuve de travail, mais aussi par la demande. C'est grâce à cette demande qu'en plus de tous les autres attributs monétaires, qu'au fur et à mesure, un bien devient de la monnaie par effet de réseau. Donc là, le deuxième concept, c'est l'effet de réseau. Pour illustrer tout ça, on va revenir un peu lointain dans le passé. Durant l'âge de bronze, hein, les grandes premières civilisations, une période de moins 3300 à moins 1200 avant Jésus-Christ, il n'y avait pas encore de monnaie à proprement parler, hein. On parle des empires sumériens, égyptiens, hittites, minéens, etc. Et le commerce entre ces royaumes, ces empires, se faisait surtout avec du troc de matières premières, comme le cuivre et l'étain pour faire le bronze, les étoffes, les céréales, etc. D'ailleurs, une petite anecdote intéressante, les premières traces d'écriture, les fameuses tablettes sumériennes, hein, ça ne parlait pas que des Anunnaki, c'était aussi pour beaucoup des registres de compte. Tout à fait, oui, j'avais vu ça. Ouais, des registres de compte où l'unité de compte était souvent l'orge. L'orge parce que la matière première de Sumer était un empire agricole qui plantait beaucoup d'orge. Mais on commence aussi à avoir dans ces tablettes-là quelques unités de compte en argent, en quantité d'argent, en poids. Mais elle vient d'où cette demande pour l'or et pour l'argent, à votre avis ? Parce que l'or et l'argent, qu'est-ce qu'on en fait ? On ne peut pas faire d'outils avec ça. C'est déjà, c'est pas très solide. Et en plus, c'est trop rare, ça coûterait trop cher. Donc d'où vient cette demande ? Je vous pose la question. J'imagine le principal intérêt de l'or, c'est le fait que ce soit pas rejeté par le corps humain, du coup on puisse se faire des bijoux sympas. T'as trouvé, c'est l'esthétisme. La demande pour l'or et l'argent venait de cette envie que l'humain a de se distinguer des uns des autres, de se la péter, quoi. Donc avec l'émergence des premières civilisations, on a l'émergence d'une caste aristocrate, d'une caste religieuse, et ces gens-là voulaient de l'or et l'argent parce que ça représente la richesse, le statut, et ou honorer les dieux pour les religieux. Donc c'est grâce à cette... Petite question, est-ce qu'il y a aussi le fait que l'or est un produit inaltérable ? C'est-à-dire qu'il va se conserver aussi, contrairement à d'autres métaux qui peuvent s'oxyder, etc. L'or est indestructible, l'or est... Il se conserve si bien que ça ? C'est un métal parfait, c'est un métal des dieux. Ouais, enfin, est-ce qu'il se conserve si bien que ça, alors ? Faut le relire et tout ça. Ou très peu, en tout cas, contrairement aux autres monnaies. Quasiment. Il ne ternit pas, alors ? Non, je crois pas. Tout l'or qu'on a extrait depuis le début de l'humanité est encore là aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est la hard money par excellence. Autant pour moi. Et quand tu ouvres des tombes très anciennes, tu retrouves des épées qui sont complètement décomposées en fer, mais il me semble que les bijoux en or, que tu peux retrouver dans n'importe quel musée, et tu as l'impression qu'ils viennent juste d'être réalisés, en fait. Et oui, et c'est cette caractéristique incroyable, hein, comme vous imaginez dans les temps anciens, comme a expliqué Alphonse, les gens avaient une imagination incroyable. Pour eux, l'or, c'était vraiment le métal des dieux. Il n'y a pas photo. Donc, c'est grâce à cette demande d'or et d'argent, venant de toutes les noblesses et de tous les clergés, de toutes les civilisations de l'âge de bronze, que les marchands, eux, ils ont compris assez rapidement que avoir de l'or et de l'argent, ça permettait de se rendre dans n'importe quelle ville, de n'importe quel royaume ou de n'importe quel empire, pour ensuite l'échanger avec ce qu'on voulait. C'était sûr qu'ils allaient trouver quelqu'un à qui refourguer leur or ou leur argent. Et donc, c'est par cet effet de réseau que l'or et l'argent, on est avant les pièces, hein, donc sous forme de barres, de lingots, de bijoux, devers des moyens d'échange de plus en plus répandus. Donc, vous avez une preuve de travail et un effet de réseau. Une offre faible, parce que c'est difficile à créer, et une demande élevée, parce que tous les riches et tous les marchands en veulent. Donc, en plus de tous les autres attributs de la monnaie, on a là tous les ingrédients nécessaires pour faire la hard money, ou presque. Il y a encore un défaut, c'est pas très divisible, mais on va y remédier. Je sais pas si vous connaissez l'expression « riche comme Crésus ». Tout à fait, oui. Alors ça vient d'où ? Du roi Crésus de Lydie ? Oui, le roi Crésus de Lydie. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh ben, c'est l'invention des pièces de monnaie. On attribue l'invention des pièces de monnaie à Crésus. Et on dit que c'est devenu l'homme le plus riche de l'Antiquité avec ça. Tout simplement parce que les gens amenaient leur argent, leur or, ils faisaient des pièces de monnaie et ils gardaient une partie pour lui. Donc c'est en moins 700, dans le royaume de Lydie, en Asie mineure, bien avant que les Turcs d'Alphonse n'arrivent, que les premières pièces de monnaie furent frappées par l'État lédien. C'était des pièces faites d'électrum. Alors, c'est un alliage particulier, naturel, d'or et d'argent mélangés. D'accord. C'est surtout par leurs voisins, les cités grecques, que cette pratique prit énormément d'ampleur, avec notamment les pièces d'argent, parce qu'il y avait des mines d'argent en Grèce. Et les Athéniens frappèrent beaucoup de pièces de monnaie, et vu qu'ils avaient un commerce maritime très établi, toutes leurs pièces de monnaie se sont déversées dans la Méditerranée. Et là, l'invention des pièces, c'est une véritable révolution du commerce. On a la standardisation, donc une pièce, c'est égal à tant de grammes d'argent, et ça réduit énormément le temps des échanges. Imaginez, avant, sans les pièces, il fallait peser, il fallait vérifier à chaque transaction, ça prenait un temps fou. Maintenant, on a une pièce garantie par le sceau de l'autorité qui l'a émise. Je crois que le drachme athénien, c'était une pièce d'argent qui équivalait à 4,30 g d'argent, à peu près. Hein, les experts me corrigeront, je suis sûr. Et les pièces, elles étaient portables, vérifiables, durables. Ça permet de faciliter les transactions, de faire du commerce de plus en plus loin, parce que par effet de réseau, comme on l'a expliqué, plus il y a de marchands qui acceptent les pièces, plus les gens veulent des pièces, et plus les marchands les acceptent, etc. C'est une boucle de rétroaction positive. Grâce aux pièces, on peut désormais échanger, compter, épargner. Voilà, les 3 fonctions sont remplies. On a désormais de la monnaie, de la vraie. Mais voilà, on a un gain d'efficacité énorme, mais ça s'est pas fait sans un inconvénient majeur. Vous avez pensé que grâce aux métaux précieux, les gens, enfin, ils pouvaient avoir accès à une réserve de valeur et assurer leur avenir, et éviter l'épisode des perles de verre africaines et l'inflation. Eh ben non, parce que la centralisation de la fabrication de pièces par les États, ça va leur donner un nouveau pouvoir qui ne tarderont pas d'utiliser dans des situations de crise, c'est-à-dire celui de la dévaluation monétaire que nous connaissons bien. Un petit jeu de l'esprit, imaginez que vous êtes un État et que les taxes que vous avez récoltées ne suffisent pas à régler vos dépenses. Qu'est-ce que vous faites ? Bon, si vous êtes quelqu'un de normal et que vous n'avez pas récolté assez d'argent, vous réduisez vos dépenses, c'est ce que doit faire tout le monde, mais là non, vous êtes l'État, vous avez un privilège. Ce que vous pouvez faire, c'est soit vous augmentez votre revenu en levant de nouveaux impôts, mais ça c'est compliqué et en plus ça risque un soulèvement populaire, ou vous avez recours à une taxe cachée, la dévaluation. L'astuce c'est simple, voilà, imaginez que vous collectez 1000 pièces de 10 grammes d'argent, vous fondez, vous frappez les pièces à nouveau avec seulement 9 grammes d'argent, et le reste avec un autre métal, et hop, vous avez créé de la monnaie. Et dorénavant, vous avez 1100 pièces. Et voilà, vous avez créé de la monnaie, vous pouvez maintenant dépenser plus que ce que vous avez gagné. C'est magique. Mais attention, c'est un jeu dangereux, parce que en pratique, vous avez généré 10% d'inflation monétaire. Vous avez augmenté la quantité de monnaie en circulation de 10%. Alors que si votre économie est en croissance, les gens ne s'en rendront pas trop compte, parce que s'il y a une augmentation des biens et des services, en même temps qu'une augmentation de la masse monétaire, les prix restent plus ou moins stables, ou il y a une augmentation assez faible et ça passe. Mais si la situation économique, c'est pas la meilleure, comme c'est souvent le cas lorsque l'État a recours à ce genre de pratique, alors là, c'est l'inflation et toutes ses conséquences. Pour illustrer ça, je vais vous donner quelques exemples d'inflation qui s'est produite dans l'histoire, notamment sous l'Empire romain, parce que c'est là qu'on a le plus de documents. Premièrement, on a pendant les guerres puniques, donc les grandes guerres qu'ont opposé Rome à Carthage, des guerres incroyables, des dépenses à n'en plus finir, et la construction d'une flotte entière par Rome. Tout ça, ça a demandé énormément d'argent que Rome n'avait pas, et donc Rome a eu recours à la dévaluation de sa monnaie. Donc on a une dévaluation du denier qui était passée de 4,5 g à 4 grammes d'argent, donc environ 11% d'inflation. Vous allez me dire 11%, c'est pas énorme, nous surtout avec les 30% d'inflation qu'on a subi depuis 2020. Seulement, dans le monde antique, imaginez-vous la situation des mecs, c'est pas l'état moderne, dire tout le monde est pauvre, et 11%, ça fait beaucoup plus mal, quoi. Ça fait genre même très mal. Et d'ailleurs, une petite anecdote, pour garder le moral de la population, on a l'introduction par le gouvernement romain de distribution de blé subventionné aux citoyens, précurseur des programmes sociaux qu'on a aujourd'hui. Les guerres puniques, heureusement, ça s'est bien passé. Rome a gagné et donc a réussi à récupérer toutes ses pertes en pillant Carthage, en récupérant ses territoires en Espagne, etc. Donc globalement, même en gagnant la guerre,
Rome a quand même, les Romains ont quand même subi 11% d'inflation. Imaginez s'ils avaient perdu. Donc ensuite, un deuxième exemple, on a la crise de la fin du 2e et du début du 3e siècle. Alors là, c'est un scénario catastrophique. L'Empire romain est tellement vaste avec des frontières impossibles à défendre. Il y a des difficultés économiques dues à des guerres constantes, des dépenses militaires élevées, une administration coûteuse. Et là, vous avez une dévaluation du denier qui passe de 4 grammes sous Auguste et qui est réduit environ à 2 grammes sous l'Empire Alexandre. Donc là, c'est une inflation de 100%. C'est la catastrophe. Les prix des denrées alimentaires et des biens de première nécessité, c'est bien plus que le double du prix à chaque fois, quoi. Et encore une anecdote, vous avez l'empereur Caracalla qui, dans ce genre de situation où il y avait des assassinats, des changements d'empereur à tout va, il fallait payer l'armée de plus en plus cher pour l'acheter, et donc avoir recours à plus de dévaluation monétaire, et tout ça qui aggrave l'inflation. Donc tout ça, la conséquence de l'inflation à Rome a plusieurs mécanismes, donc augmentation de la masse monétaire, on finance les guerres, les dépenses publiques, on dévalue la monnaie pour ça. Un phénomène aussi assez intéressant, c'est l'épargne en biens tangibles. Et ben oui, quand votre monnaie perd sa valeur, vous épargnez plus en monnaie. Vous faites tout pour vous débarrasser de votre monnaie et acheter des biens. Donc tous les citoyens qui ont les moyens, ils se débarrassent de leur monnaie et qu'est-ce qu'ils achètent ? Ils achètent des terres, ils achètent de l'immobilier, ils achètent des bijoux, des œuvres d'art, etc. Et tout ça, ça crée une demande énorme et des pressions énormes sur tous ces biens-là, et ça fait monter les prix et ça les rend complètement inaccessibles pour les classes moyennes et inférieures. Un peu ce qui se passe aujourd'hui sur la spéculation de l'immobilier. Et donc, conséquence, augmentation des prix, achat massif de terres, les loyers qui grimpent en flèche et aggravation des conditions de vie des citoyens ordinaires qui fuient tous vers les villes, qui vendent tout ce qu'ils ont, ils font tous vers les villes et qui deviennent dépendants des programmes sociaux romains, de la distribution de grains, distribution de logements, etc. Donc vous avez une accentuation des inégalités énormes à cause de l'inflation. Alors que fut un temps, Rome s'était basé sur des hommes libres, des petits propriétaires. Maintenant, vous avez une concentration de la richesse sur les riches qui ont de plus en plus de terres, de plus en plus d'esclaves. Vous avez des mesures sociales et des dépenses publiques à n'en plus finir, et un cycle inflationniste infernal, des dépenses publiques supplémentaires qui ensuite conduisent à de nouvelles dévaluations, et ça intensifie l'inflation, et voilà, c'est un cercle vicieux qui s'est instauré. Tout ça, bien sûr, vous l'aurez compris, ça contribue à la chute de l'Empire romain, parce que la société ne peut plus fonctionner quand il y a de l'inflation. Les gens, au lieu de se concentrer sur leur boulot, ils s'appauvrissent. Ils s'appauvrissent, et la société ne peut plus fonctionner, le contrat social est cassé, et les gens sont de plus en plus corrompus. Donc ça, c'est un exemple qui a été donné sur la dévaluation monétaire par la fonte de pièces. Voilà, on prend les pièces, on fond, on en fait plus, avec le même nombre de pièces, on en fait plus, on réduit la quantité de métaux précieux à l'intérieur. Et ça s'est produit pas que à l'Empire romain, ça s'est produit à toutes les époques, dans tous les royaumes, que ce soit en France, en Angleterre, dans l'Empire byzantin, chez les Ottomans, etc. Je vais vous donner un autre exemple d'inflation, alors là, qui est complètement différent, mais qui arrive au même résultat. C'est l'inflation en Espagne suite aux conquêtes du Nouveau Monde. Et ouais, lorsque les Tchad conquistadors ont conquis le Nouveau Monde, ils ont ramené avec eux des quantités d'or et d'argent phénoménales. Et ça aussi, ça a provoqué une inflation en Espagne. Et ça s'est déroulé de la même façon. Une augmentation de la masse monétaire qui a dévalué la monnaie, en fait, tout simplement. Ça a créé une hausse des prix. Les Espagnols n'étaient plus compétitifs. Ils ne faisaient que acheter des biens de l'extérieur et un accroissement, pareil, des inégalités. Au lieu de se concentrer sur leur industrie, etc., petit à petit, l'Espagne a été déclassée et s'est déclinée à cause du fait que, au lieu de se concentrer sur des choses concrètes, sur la production de biens et de services, ils se concentraient sur aller miner plus d'or et d'argent, quoi. Et ça, ce genre d'inflation par ruée vers l'or, ça a été très important en Espagne durant le Nouveau Monde, mais aussi plus récemment, on a la ruée vers l'or en Californie en 1848, la ruée vers l'or en Australie en 1851, la ruée vers l'or au Canada en 1896, la ruée vers l'or en Afrique du Sud à peu près au même moment. Par contre, tout ça, ça a généré de l'inflation, mais pas autant, parce que on est dans le temps des génies, comme Mathieu fait souvent des chroniques sur les personnages de cette époque. Et donc, la révolution industrielle et une augmentation tellement incroyable des biens et des services que ça n'a pas autant impacté l'inflation que ça. Même, on était plutôt dans une période déflationniste, tellement qu'il y avait d'inventions, les choses devenaient moins chères partout, quoi. Ce qu'il faut retenir de tout ça, de toute cette histoire d'inflation, c'est encore une fois que c'est pas la quantité d'argent en circulation qui fait la richesse.
On l'avait vu dans l'épisode dernier avec l'exemple des perles africaines. Mais la richesse, c'est pas avoir plus d'unités de monnaie. La richesse, c'est avoir accès à de plus en plus de biens et de services de moins en moins chers. La monnaie, c'est simplement l'outil qui sert à faciliter le processus de création de richesse. C'est un lubrifiant économique. Ce qui compte, en fait, c'est l'échange de biens et de services. Et plus vous avez des biens et des services de bonne qualité et de moins en moins chers, ben là, la société s'enrichit. C'est pas la quantité d'unités qui compte. Sinon, il suffit d'aller au Zimbabwe et d'échanger ces 100 € contre je ne sais combien de millions de dollars zimbabwéens. Et voilà, ça y est, vous êtes millionnaire. Mais qu'est-ce que vous en faites de ces millions de dollars? Ben rien. Donc, l'or et l'argent, ça a beau être des matériaux qui peuvent faire une bonne monnaie, mais c'est aussi inflationniste. D'abord naturellement, parce qu'on en extrait chaque jour de plus en plus des mines. Mais bon, si l'économie s'accroît, on ne ressent pas vraiment l'augmentation des prix, parce que comme on l'a dit, l'or a toujours eu une inflation qui se situe entre 1 et 2%, à part ces brefs épisodes de ruée vers l'or. Et surtout, vous avez la manipulation monétaire des États qui, dans des situations de crise comme la guerre, eux n'auront aucun scrupule à réduire le pouvoir d'achat de leurs sujets par la dévaluation. Si on ne peut pas faire confiance en sa monnaie, les gens se mettent à avoir des comportements de joueurs, de spéculateurs, et tout ça, ça appauvrit la société, car au lieu de se concentrer sur l'augmentation de sa productivité, sur l'efficacité de son travail, tout ce qu'on cherche à faire, c'est de se protéger financièrement en accaparant le plus de biens pour soi. On devient très égoïste, et c'est normal, vous allez me dire. De 1, on produit moins, et de 2, tout augmente. Parce que, en fait, on veut plus de cette monnaie, on veut autre chose. On se dit, vaut mieux avoir des matériaux de construction, ou vaut mieux avoir un logement, etc. Donc, on augmente les prix de tout ça, on n'utilise pas, on les garde, donc ça augmente pas. Vu que c'est pas utilisé, ça ne rentre pas dans le circuit économique, ça produit pas de richesse. Et tout ce qu'on fait, c'est les garder pour les échanger plus tard contre quelque chose. En fait, on utilise tout le reste comme monnaie. Et donc, tous ceux qui ont épargné, quand il y a une inflation, tous ceux qui ont épargné en monnaie, leur pouvoir d'achat a diminué, voire volatilisé complètement. Donc, c'est catastrophique parce que vous avez gagné de l'argent, vous l'avez mis de côté en pensant planifier votre avenir. Eh ben non, tout ça, ça vous a été volé, tout ça, ça a disparu. Donc, la civilisation, qu'est-ce que c'est? La civilisation, c'est ne plus penser à l'instant et sacrifier l'instant pour construire un avenir meilleur, pour ensuite le donner à ses enfants. S'il y a de l'inflation, tout ça, ça devient de plus en plus difficile, voire impossible dans les épisodes d'hyperinflation. Donc voilà, j'espère que c'est ce que vous allez retenir de cette chronique. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. La prochaine fois, je m'attaquerai au système bancaire. Voilà, pour ce coup-là, on va vraiment parler de l'étalon or et de l'étalon fiat. Tout ça, ça va encore augmenter l'efficacité du commerce, mais ça va mener encore plus de centralisation et donc encore plus d'abus et encore plus de crises. Et après cet épisode-là, on pourra enfin conclure cette série de chroniques avec un épisode entièrement dédié au Bitcoin qui, j'espère, j'arriverai à vous montrer que ça réglera tous ces problèmes-là pour l'humanité définitivement. Eh ben, nous verrons bien. Merci beaucoup, Audric, pour cette chronique très précise et d'un niveau assez élevé. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ça me perd un peu. Mais c'est parce que moi je suis pas un bon épargnant, je suis pas très ami avec la monnaie. Mais c'est pour ça que c'est très très intéressant ce que tu expliques. Et après, je fais un petit disclaimer vite fait. Ouais. Je suis vraiment pas un expert. C'est juste des choses qui me passionnent. Ça, c'est juste le résumé d'un peu tous les podcasts que j'ai écoutés. Je suis sûr que tous les experts pourront me corriger. Et nous verrons bien en tout cas. J'espère ne pas avoir trop dit de bêtises et que ça a pu aider certaines personnes. Si je perds de l'argent, ce sera de ta faute. Ambrose, tu es un mauvais épargnant, mais tu es riche en souvenirs. Ouais. Souvenirs heureux. Riche en anecdotes. Ouais. Allez, on va dire. Et je fais le lien avec la chronique sur Picsou du premier épisode, où Picsou, bon, j'en avais parlé, mais il prend énormément de monnaie au monde et il la fout dans un coffre. En fait, il la retire de la circulation. Donc, il fait de la déflation, le mec. Il retire de la monnaie du monde, en fait. Donc, il augmente la valeur de la monnaie de tous les autres personnes. Donc, en fait, il rend service. Quel altruisme, mes amis. Eh bien, c'est sur ces paroles d'espoir picsouiennes altruistiques que nous allons... J'ai une autre approche. Moi, la monnaie, j'ai jamais trop compris les tenants et les aboutissants. Je me suis juste concentré sur le fait d'en avoir. Donc, j'en ai, et si je comprends pas, c'est pas grave.
Mais d'ailleurs, pour la monnaie, on invite les braves à aller voir ta formation sur l'épargne. Vous saurez comment, sans savoir ce que c'est, faire fructifier vos new. Exactement, les fameux new, pour ceux qui ont la référence, comme Mathieu et moi, de notre génération, c'est les inconnus. Merci à vous trois, les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de préparer d'aussi belles chroniques. Toujours de qualité, toujours passionnantes, faites par des passionnés et des braves passionnés. On espère que les auditeurs ont passé un très très bon moment en notre compagnie. Je me permets quand même de faire la petite piqûre de rappel qui est que si vous souhaitez en savoir plus sur les braves, vous vous rendez sur le www.lesbraves.org. Pour les actualités, c'est le canal Telegram t.me/lesbraves et la chaîne YouTube où vous êtes, bien sûr, puisque vous écoutez l'émission là-dessus, mais si vous la transférez, c'est quand même youtube.com/lesbraves, au pluriel. Vous pouvez nous faire un petit don, une petite pièce, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir, à www.lesbraves.org/soutien. Un dernier mot, mes amis ? Merci Ambrose pour l'animation. Merci à vous pour votre travail. J'espère te retrouver très vite sur le prochain épisode. Cette fois-ci, je partirai pas. Tu partiras pas. D'accord. On va voir. Hein. On a quand même la chance d'avoir un peu plus de chroniqueurs, donc de pouvoir amener pas mal de renouvellement pour garder l'intérêt, mais c'est toujours avec plaisir à chacun d'entre vous vos chroniques. Alphonse, un dernier mot. Electrum, j'ai bien aimé ce mot-là. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Hein. En plus, c'est un alliage naturel, ça, c'est un concept incroyable. Écoute, c'est très bien. Moi, je vais continuer à feuilleter des petits bouquins et puis à ressortir la moelle intéressante. Substantifique moelle. Du meilleur lore qui existe, le lore de la vraie vie, en fait. Exactement. Tu peux pas tester. Audrey, qu'est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ? Des remerciements. Merci beaucoup, Ambrose, d'animer cette superbe émission, de m'avoir invité, et merci à mes collègues chroniqueurs. Elle ne serait pas aussi bien sans vos chroniques, mes amis. Merci à vous trois, merci aux auditeurs, merci à tous ceux qui aident aussi dans l'ombre pour cette émission. On espère vous retrouver très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et puis rendez-vous sur www.lesbraves.org si vous souhaitez nous rejoindre. À bientôt, les amis. Bonne soirée. Ciao tutti.